Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Con, la Brute et le Brillant, votre podcast sur le cinéma, présenté par notre charmant César. Oui, hashtag bonsoir les gens. Mathieu. Oui, bonsoir, et c'est aussi présenté par Norbert qui vient de se rendre compte au bout de 20 minutes que ça serait bien de lancer l'enregistrement. 20 minutes, non, on a fait 10 minutes d'émission. On a fait un quart d'heure, facile. Et on a une invitée ce soir de Marc, puisque c'est notre ami, Aliette. Bonsoir. Comment ça va du coup, vous? Eh ben écoute, ça, pour la deuxième fois, ça va. Oui, mais il faut reprendre. Oui, non, ça va. Je voulais juste dire authentique, c'est le mot que je cherchais dans le podcast précédent à 1h08. donc voilà, si ça peut vous aider. C'était D'accord, ça. attends, je réfléchis. Ok, maintenant je comprends ta phrase. Ouais. Ah, je suis pas d'accord avec toi en fait. Ah bon? On va Non, mais tu recommencer. peux pas. Bon, et du coup, t'as bossé un peu les mots de plus de 2 syllabes pour cette Bien sûr, épisode. bien sûr. Mais par contre, il faudra attendre l'épisode d'après pour les connaître. Oh, c'est génial, il y a du teasing de dingue, j'aime. Eh ben écoutez, on va passer aux actus avec ça. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors déjà, ça date de quelques semaines, on va quand même parler des Golden Globes, parce que pour la première fois, nous avons un film français qui a gagné le Golden Globes du meilleur scénario. Cocorico. En plus, bien sûr, du meilleur film étranger. Par contre, c'est pas lui qui va aux Oscars, c'est pas le film qui a été sélectionné dans la catégorie meilleur film étranger, c'est pas le film qui a été sélectionné par la France pour aller concourir à cette catégorie. Bah non, trop facile, sinon attends, en France on n'aime pas ceux qui gagnent, donc voilà, si on est sûr de gagner, on met pas le bon film. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que démissionner du gouvernement et envoyer sa démission de Manuel Valls, c'est un peu trop cher payé juste pour pas envoyer de tweets de félicitations à Justine Triet pour ces prix-là. Ok. Alors là, je t'ai pas suivi sur ce coup-là, par contre. Non, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais le discours qu'elle a fait de Justine Triet à la fin des Golden À Cannes. Oui, à au Cannes. Festival de Cannes, quand elle a reçu la Palme d'Or, parce qu'elle a parlé beaucoup de l'exception culturelle française, Oui. et qui était en train de se faire démolir par le gouvernement actuel. Donc j'ai l'impression que depuis... Moi, je me demande même si c'est pas pour ça que son film n'est pas envoyé aux Oscars. Bah oui, c'est ça, le gouvernement est gentil, il veut lui prouver qu'elle a raison. Voilà. Ça devient une théorie du complot. Ouais, mais on sait jamais. Hein. Sinon, à côté, j'ai notre génial Martin Scorsese qui nous parle de son prochain film qu'il va faire sur la vie de Jésus. Il en avait pas déjà fait un? C'était Mel Gibson. Ah, pardon, ok. Le mec qui connaît vachement ses... Non, mais attends, Vous êtes le film qui s'appelle La vie de Jésus, c'était Mel Gibson. La vie de Jésus, The Life of Jesus. Shutter Island, c'était pas sur Jésus? Enfin, je le revois, mais c'est pas ce que j'ai compris. Ah, d'accord, ouais, après la fin, elle est compliquée. C'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, assez marrant pour lui, il déclare que le film fera il fera 80 minutes. Ça, c'est plutôt étonnant, vu d'un gars qui sort de Killer of the Flower Moon qui faisait 3h30. Après, il y aura peut-être une version longue de 12 heures, hein, on sait jamais. Un épisode d'1 heure de série, ouais. C'est parle devenu d'un la mec, mode, donc... On parle d'un mec qui est mort à 33 ans, donc en même temps, on va pas faire non plus des heures et des heures dessus, quoi. À côté, nous avons, pour faire un lien avec l'épisode d'avant qui parlait de Gary Oldman qui avait détesté sa prestation sur Harry Potter. Maintenant, c'est le tour de Pierce Brosnan De pas avoir aimé sa prestation sur Harry Potter. de pas avoir aimé tout ce qu'il a fait dans James Bond, mais même pas autre que sa prestation. C'est pas aimé tous les films James Bond qu'il a fait, il trouve pas assez bien. Il dit on n'a pas été assez loin. Donc maintenant, tout le monde se met à détester sa prestation, alors même que c'est le meilleur James Bond quand même. Enfin, Non. Non. Moi aussi, c'est mon préféré, mais je crois que c'est le préféré. Non. Mais non, bien mais sûr, si, mais c'est parce que Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que c'est une blague, s'il vous plaît. Mais pas du tout, mec. Mais c'est quoi vos arguments à 2 balles alors? J'ai grandi avec. Déjà, on a grandi avec. Déjà, Ouais, ça a t'es côté nostalgique. attachement, non mais. Ok, ça je peux comprendre à la rigueur. Moi, je préfère Roger Moore, alors que je devrais préférer Sean Connery si j'étais vraiment un pur traditionnel. Il y a le côté nostalgique, mais Pierce Brosnan, c'était plat. GoldenEye. Il n'y avait rien. Ah, mais non, GoldenEye, à la rigueur, mais les derniers, oh là, c'est nul. Et GoldenEye aussi. Il y a GoldenEye, Golden... Ouais. Dangereusement vôtre. Regardez ça, vous saurez. GoldenEye. que c'est un Non, James mais Bond. dangereusement vôtre. Voilà. C'est quoi? C'était Roger Moore, Dangereusement vôtre? Roger Moore, Christopher Walken, Grace Jones. Oui, non, bien mais sûr, James Bond. Bien sûr, toutes les cascades faites par des Français, Rémi Julienne. Enfin voilà, t'es un plan de la Tour Mais Eiffel. encore Et tout un ce truc qu'il que si on n'a pas 50 ans, on peut pas comprendre, tu vois. Oui, mais voilà, c'est une Euh, catastrophe. Hein. Vous avez le droit de regarder des films qui ont été sortis après votre naissance. Là, je m'y refuse complètement. Ou même avant. Hein. Tu vas rater 2-3 choses sympas. Spoiler, attention, tu vas rater des trucs. C'est vrai? Ouais. Non, mais oui, qu'est-ce qu'il a déclaré? Attends, faut que je retombe dessus. Il a dit la violence n'était jamais réaliste, la force brute de cet homme n'était jamais palpable. C'était très contenu.
Donc en fait, on voit qu'il a plutôt il aurait plutôt aimé ce qui s'est comme vision, ce qui s'est passé après pour le Avec personnage. Craig, ouais, bien Voilà, avec sûr. Daniel Craig, une vision plus réaliste, Bien sûr. une force plus brutale. Mais en fait, il avait juste envie de se bagarrer, quoi. Le gars, il dit ah, j'aurais aimé taper plus fort. Et C'est juste ça. plus à fond avec les nanettes, Non, mais- peut-être aussi. Non, parce que c'est vrai qu'il se tape un peu moins de nénettes, Daniel Craig, mais Pierce Brosnan, j'en ai revu 2 il y a pas très longtemps. C'est vrai que il y a des passages qui te font maintenant mourir de rire, qui sont pas du tout réalistes, où le mec il est 1 contre 100. Les 60 personnes lui tirent dessus, il n'y a pas une balle qui le touche alors qu'il passe dans un hall, donc il n'y a rien d'autre que. Après, je vous ai parlé de GoldenEye. Il y a quand même une scène où il glisse dans une parabole. Ouais, c'est stylé. Costa Non, mais- est toujours nickel, c'est nul, il a les dents trop blanches, enfin je sais pas. Oui, bah, c'est Tu encore vois, de la jalousie. Même avant Roger Moore, même Timothy Dalton, qui est quand même bien mieux que Brosnan, ils arrivaient à rapporter un petit truc en plus de l'humour. Là, il lit le texte, il fait son job. Et Tu basta. nous parles de Roger Moore. Roger Moore, c'est autant, il y a un truc hyper daté, parce que moi je me rappelle dans les James Bond de Roger Moore, c'est quand même le James Bond qui passe voir le méchant pour dire au fait, je vais vous tuer, mais pas maintenant, dans une demi-heure, je vais vous niquer la gueule dans une Ah, demi-heure. mais il y avait un C'était côté l'époque. cartoonesque un peu qui Ah oui. il y a beaucoup moins maintenant. Exactement. C'était dans les films de Roger Moore, enfin James Bond de Roger Moore, où il y avait un gars qui avait un chapeau qui pouvait Et bien décapiter des sûr. gens. Non mais voilà, quand tu Incroyable. parles de ça. Mais c'est trop bien, mais ça, t'as les vrais grands méchants qui avaient des vraies gueules et tout ça. Sinon, il faut regarder Inspector Gadget. Hein, si vraiment vous aimez les chapeaux qui se transforment. Les Tu trucs. parles de la série ou du film? Ah bah non, je parle de la série, moi. Oui, parce que le film, il Le est film pas à est voir. effroyable. C'est vrai. Ah oui. Ah, je Oui, n'ai oui, pas c'est vu le une film. catastrophe. Ah non mais Catastrophe. regardez-le, c'est une catastrophe. Ah bah alors j'adore. Si vous aimez pas, j'adore. Avec Mathieu Baudric d'ailleurs. Ok. Ah bah faut que je vois ça. Mais j'ai cette impression que c'est l'approche Ça sera Marocco. de la pré-retraite, tu sais. Je fais je jette un dernier regard sur ma carrière et je me dis ah bah ça c'était peut-être pas si bien, alors que bah nous on a grandi avec, donc en fait Bah ouais. c'est ce qui nous a fait palpiter à l'époque. Bon, on va te dire, l'après-retraite, il a 70 ans quand même. hein. Oui, l'après-mort si tu préfères. Et puis pour finir ce tour d'actu, on va parler des projets en cours, plus ou moins, qui vont rentrer plus ou moins en tournage. Déjà, on a Peaky Blinders, donc le film qui devait clôturer la série. Exactement, ouais. Toi, je sais que t'aimes bien la série, toi. Bah, pas plus que ça, parce que j'ai pas regardé plus de saisons, mais la photo m'avait beaucoup marqué. C'est assez sympa. L'histoire était un peu lourde et c'est ça qui m'a un petit peu éloigné. Et trop de choses à voir, c'est trop compliqué. Mais la série était vraiment bien et j'ai hâte de voir justement s'ils arrivent à retranscrire cette atmosphère au cinéma, parce qu'avoir ça dans une vraie pièce, une salle obscure, ça pourrait être très très sympa. D'accord. Sinon, on a Danny Boyle qui nous a parlé d'une suite, enfin, qu'il allait faire pour 28 jours plus tard, qui s'appellera 28 ans plus tard. Ça j'ai trop hâte. Donc ça, d'ailleurs, on sait toujours pas si Cillian Murphy sera attaché au projet. On sait qu'on lui a posé la question vite fait. Tu dis Kylian, toi. Ouais, je crois qu'on dit Kylian, non? Non, je sais pas. J'avais jamais entendu Kylian. Toi, t'entends quoi, toi? Bah, ça fait un peu joueur de foot, non, Kylian? Tu ne sais pas, ces heures perdues. Ça pas que un Kylian qui s'appelle. Ah, il y en a d'autres. Non, mais je sais pas. J'avoue que je l'ai un peu. Je le dis un peu prononce. son prénom comme Ah, ça. Non, mais Irlandaise. vas-y, continue. Hein, je voulais pas Non, t'interrompre. on sait pas s'il a affilié au projet. Il a dit que ça pourrait l'intéresser. Lui, il aime bien Danny Boyle. C'est quand même lui qui a lancé sa carrière. Donc, pour l'héritage que ça lui a donné, il serait pas contre le fait de revenir. Mais il a plus le même salaire, quoi. Ah non, à mon avis, il n'aura pas le même salaire. Après, 28 jours plus tard, c'est le genre de film, on s'en rappellera beaucoup, je pense, pour la scène d'intro dans À la DV. dans un Londres totalement. Bah oui, Ouais, c'est qu'il bien avait sûr. filmé avec 28 caméras, parce que je crois qu'il avait que 2 heures pour Un tourner. truc comme ça, ouais. Donc il a mis 28 caméras dans Londres et il a dit bah vas-y, balade-toi. Après, peut-être que Kylian est bien trop occupé sur Instagram à faire des publications pour vous aider à monter votre start-up et à. Tu parles de ton et personnage. devenir- Non, mais voilà, c'est pour moi, c'est pour ça que ça a été utilisé qui Peaky Blinders quand on en a parlé tout à l'heure, mais Authentique. authentique. Voilà, merci. Et comme dernier film, on a Mando et Grogu, les 2 personnages du Mandalorian, qui vont être normalement. Alors je sais pas si c'est la saison 4 ou c'est la saison 5, mais en gros la saison 5 ne devrait pas être une saison, devrait être un film, ou ce serait pour clôturer la série qui mettrait le film, et en plus ce serait un film qui sortirait au cinéma. Je comprends de moins en moins les Mais en fait, j'ai décisions de Disney+. l'impression qu'il y a beaucoup de séries en ce moment. Malheureusement, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais qui veulent terminer sur des films. Bah, Peaky Blinders par exemple. Oui, bah voilà. Non, mais évidemment, on vient d'en parler, mais ça a l'air d'être un peu une lubie d'arriver au cinéma pour terminer. Je sais pas trop pourquoi. C'est un peu la cour des grands. Ouais, c'est une consécration. Et en même temps, moi, c'est ce que je reproche parfois aux films, c'est que tu peux pas raconter la même chose dans un film que dans une série. Donc, c'est un peu ça passe ou ça casse, à mon avis. Surtout que c'est pas les mêmes codes, et en plus, si tu le sors au cinéma,
bah, faut quand même être conscient qu'il y a des gens qui vont aller voir le film qui n'ont pas vu la série. Donc il faut les prendre par la main et leur expliquer un peu l'univers, plus ou moins bien. Mais normalement, un film, c'est censé se suffire à lui-même. Oui, voilà, c'est pour ça s'adresse quand même à la partie des gens qui a vu la série en entier. Enfin, c'est quand même un public restreint, tu vois, quand tu sors quelque chose comme ça au cinéma. Donc c'est particulier comme pratique, surtout que Disney, ils ont leur plateforme, ils ont poussé à fond leur plateforme, ils pourraient très bien le sortir là. Ils l'auraient sorti sur Disney+, j'aurais compris la cohérence. Que là, le sortir au cinéma, je me dis mais pourquoi ? Oui, c'est ça, le côté, tu comprends pas, tu changes de plateforme, tu fidélises des gens sur ta plateforme de streaming, et après tu leur dis, bah non, prenez un billet de cinéma pour voir la fin. Bah, je trouve ça un petit peu... c'est étonnant. À part l'aspect financier, que forcément tu vas beaucoup plus rapporter de thunes avec un film qui sort au cinéma qu'avec un film qui sort sur Disney+, parce que tu peux que rapporter des abonnements. Oui, mais c'est pareil, tu dépenses pas la même somme dans une série que dans un film. Mais donc, je pense que s'ils le font, c'est qu'ils y croient. Tu vois, ils se tenteront pas là-dedans. Après, elle fonctionne bien, la série, quand même, je pense. Oui, elle fonctionne plutôt bien. À mon avis, il y a du monde derrière. Ouais, c'est sûr, mais bon, il y a un moment où j'ai l'impression que la vache à lait de Star Wars sont en train de bien de la tirer. Donc, mais bon, il y a... C'est le début, Coco, hein. Mine de rien, c'est que le début. Je pense qu'ils l'ont bien rentabilisé. Mais dans 30 ans, on est encore là. Hein. Bah voilà, moi j'ai fini pour les actus. Très bien. C'était super. Et ce que je vous propose, c'est qu'on parle du film du jour, et celui qu'on a choisi, c'est Making of. C'est le film du jour. Toujours aussi bien. Incroyable. J'ai bossé, j'ai fait des vocalises. Alors, qui est-ce qui nous le résume, ce film, aujourd'hui ? Je dirais encore César, moi. Quand il s'agit d'aller vite, t'es trop fort. Alors, c'est l'histoire d'un film qui n'est pas sur le cyclisme. Alors non, c'est un film. Making of, Cédric Kahn, très très bien. On est donc sur le making of d'un film, un film ouvrier de lutte de classe ouvrière qui se tourne, donc en France, bien entendu. On va plus suivre un jeune qui se retrouve parachuté à filmer le making of, filmer un petit peu l'arrière-boutique des tractations lors de ce tournage, car il y aurait deux, trois petits problèmes de communication entre producteurs et réalisateurs, et du coup, il y a peut-être du problème du pognon. Et en gros, on va suivre un petit peu cette histoire, on va être un peu dans le film qui se tourne, ce film de lutte de classe ouvrière, et ce making-of qui arrive par les yeux d'un jeune nouveau amateur, amoureux de cinéma, qui va découvrir un petit peu ce monde-là. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt bien résumé. C'est beau. Très bien. C'est beau. De mieux en mieux. Donc ouais, making-of de Cédric Kahn, qui nous avait déjà offert cette année le procès Goldman, qui a été assez bien apprécié par les critiques. Moi, je l'ai pas encore vu. Moi non plus, j'aime pas Jean-Jacques Goldman. Donc, Bah déjà, je vous propose qu'on fasse un tour de table pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Tiens, on va commencer par toi, Matt. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors moi, il faut savoir que j'y suis allé sans avoir vu la moindre bande-annonce, sans connaître le casting ou quoi que ce soit. Je connaissais rien de ce film. J'aime bien faire ça. Et j'ai plutôt apprécié. J'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé les messages que ça portait. J'ai bien aimé la façon dont ça pouvait parler du cinéma. J'ai plutôt bien apprécié. D'accord. Moi, pour ma part, je vais être beaucoup plus mitigée. J'ai trouvé que c'était intéressant pour quelqu'un qui est assez novice. Moi, je suis pas très cinéphile, j'ai pas du tout le pied dans le cinéma. Donc, j'ai découvert des aspects qui pouvaient être intéressants, et il y avait des choses assez chouettes à découvrir. Pour autant, j'ai trouvé que c'était un film qu'on avait un peu déjà vu. C'est ce que parfois, moi, je peux reprocher au cinéma français, c'est toujours du drame, c'est toujours de la comédie, et j'ai retrouvé un peu tout ça dedans, donc il y a du bon comme il y a du mauvais. Un petit peu pareil pour moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises. J'ai bien aimé la retranscription de cet univers. Il y a des choses qui se passent un petit peu en off, justement, en discussion producteurs-réalisateurs qui sont pas mal. Il lance une sorte de débat, savoir à quel point la création est individuelle ou collective lors d'un film, à quel point c'est le réalisateur qui a tout le pouvoir, ou c'est aussi grâce à l'équipe technique. Mais le sujet est à peine lâché, il n'est pas vraiment approfondi, c'est dommage. J'étais un peu frustré dans le sens où je me dis ça aurait été bien si ça avait été vraiment un film intimiste dans la tête d'un réalisateur, donc aller encore plus loin là-dessus, ou alors faire vraiment un truc beaucoup plus basique, beaucoup plus grand public. Mais à ce moment-là, il manque un peu de l'humour, tout ça, même si Jonathan Cohen est là et apporte bien sa verve habituelle. Mais voilà, un petit peu entre les deux au final. Bah surtout, moi je trouve que c'est un film qui tombe bien dans la carrière de Jonathan Cohen, parce que c'est vrai qu'on commence à le voir dans pas mal de trucs, voire il est un peu surexposé au niveau des films et des séries. Et là, il nous joue un rôle où il se fout de sa propre gueule quand même pendant tout le film. Il joue un connard, un gros fils de pute pendant tout le film. Donc moi je trouvais que... Et en plus, il joue ce rôle-là de gars bankable, que c'est pour ça qu'on l'a ramené dans le film. Les financiers le disent au début du film que c'est pour ça qu'ils ont mis autant de pognon, c'est parce qu'il était dans le film.
Moi, c'est pareil. Je suis assez mitigé, même si bon, j'ai globalement bien aimé le film. Mais je trouve que, comme disait Aliette, dans le genre dans lequel il s'inscrit, qui est de nous montrer autant comment se fait un film que nous montrer le film en l'état, il apporte pas grand-chose au genre. C'est-à-dire que si vous avez vu La Nuit américaine de Truffaut, je trouve que La Nuit américaine était beaucoup mieux dans ce sens-là. Je trouve que c'est un film qui n'apporte et en plus qui prend pas beaucoup la main du spectateur pour expliquer, parce qu'effectivement comme disait Aliette, si on n'est pas féru de cinéma et si on ne connaît pas bien comment se fait un film, je trouve que le film ne nous explique pas très bien. C'est-à-dire que par exemple il nous montre une directrice de production et on nous explique pas vraiment ce qu'est une directrice de production, ce qui peut donner lieu à un petit peu des problèmes quand on voit un producteur et une directrice de production dire attendez, qu'est-ce qui fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre, parce que globalement ils ont pas l'air de faire le même taf. Et par exemple, on sait qu'un producteur, c'est quelqu'un qui s'occupe du financement du film, de trouver les financements, et la directrice de production, elle va plus, ou le directeur de production va plus essayer de tenir le budget, essayer de répartir les équipes. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le film, parce que là, on a un peu résumé, mais dans le film, il y a des gros problèmes de financement et ils n'arrivent pas très bien à trouver. C'est toute l'intrigue du film de trouver le financement final. Mais le bon point que j'en ai trouvé, c'est que j'ai trouvé ça intéressant, même si globalement César a raison. Des fois, il pose des questions sans jamais y répondre ou jamais donner un point de vue à cette question. Il y a quand même cette question de est-ce que quand on fait un film social qui parle justement de la lutte des classes, des ouvriers malmenés, est-ce qu'on peut soi-même malmener dans son tournage les techniciens, avoir des mêmes problèmes de financement et se retrouver à demander, parce que c'est ce qui se passe dans le film, de retrouver à demander à des techniciens de bosser gratuitement sans être payés. Je trouvais ça assez intéressant comme question, genre même dans un film social, dans un film qui se veut un peu de gauche, de dire est-ce qu'on peut aussi arriver et faire les mêmes choses qu'en fait on va reprocher dans le film. Il y a un parallèle quand même qui est mis dans le film entre ce qu'on montre dans le film et ce qui se passe pour le filmer et pour le réaliser. Clairement, et comme tu dis, puis on filme très peu, c'est les chefs de poste, on les voit rapidement au début, comme tu dis, on explique mal un petit peu tous les tenants aboutissants. C'est pas qu'on explique pas, c'est qu'on n'explique pas. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on voit un tout petit peu les chefs de poste, 2-3 discussions, mais après, c'est vrai qu'on est vraiment côté réel, on n'est pas vraiment côté toute l'équipe, toute cette effervescence qu'il y a dessus. On tronque un peu. Moi, je conseillerais, pour ceux qui ne connaissent pas trop les tournages, savoir comment ça se passe, tu parles de La Nuit américaine, qui date un petit peu, mais qui est très très bien. Il y a aussi Ma femme est une actrice, avec Yvan Attal, qui est génialissime. Là, tu retrouves vraiment l'atmosphère du cinéma, comment ça se passe sur les plateaux. Tu vois vraiment avec les régisseurs, les petits bras qui vont. Je trouve que c'est beaucoup plus représentatif. Là, on est plus côté mise en scène. Après, Cédric Kahn vient de là. Lui, c'est plutôt réel mise en scène. On est là-dessus, on est proche des acteurs. Donc, il a un petit peu délaissé toute la technique, tout ça. Donc, c'est pour ça que je pense que lui, que le film est vraiment une œuvre individuelle. C'est assez intéressant. C'est dommage qu'il n'ait pas plus assumé et vraiment plus poussé dans cette direction. C'est surtout que, comme tu le dis, à la base, c'est censé être un making-of du film. Et en fait, finalement, mais même le personnage principal le dit, ou le présente comme ça à un moment du film où il dit ah non, mais moi, je trouve que c'est bien que ce soit orienté sur le réalisateur parce que c'est lui, c'est sa manière de penser, c'est sa manière de diriger. Et surtout, il a une phrase qui, du coup, pareil, porte à débat, puisque lui, qui est plus technicien, en discute avec une actrice et lui dit « Mais un film, il est rien sans un réalisateur. Si t'as pas l'idée principale et que t'as pas la direction, en gros, les acteurs sont remplaçables. » Et elle, qui est actrice, est là, elle le prend extrêmement mal en disant « Oui, mais non, en fait, un film, tu peux avoir l'idée, si t'as personne pour le jouer, bah, il vaut rien, ton film. » Et c'est là où c'est intéressant et en même temps, bah voilà, ça va pas au bout. Il manque un petit Après, peu. moi, je trouve pas que ça soit forcément un défaut, ce que vous dites là, parce que il gère vraiment le truc sur 3 niveaux. On a vraiment le film dans le film, donc du coup, ces employés qui vont se demander comment ils vont réussir à faire un truc sans leur patron. Donc du coup, ils vont reprendre cette usine. Un niveau au-dessus, on a le film avec justement, d'un côté, le patron, le réalisateur, et d'un autre côté, toute son équipe. Et donc le 3e niveau où nous, vous êtes en train de dire, on fait un film que sur un réalisateur et pas sur l'équipe qui est autour. En fait, ça se répond en fait dans les 3 différents niveaux. Donc du coup, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Et j'ai beaucoup aimé aussi ces questions de est-ce qu'un créateur, comme tu disais César, est-ce qu'un créateur a besoin dans un art aussi collectif que le cinéma, a besoin de son équipe pour exercer. En fait, il se bat constamment pour essayer d'amener sa vision en fait du film. Justement, le fait que ça parle plus du réalisateur et moins de l'équipe, je trouvais que ça répondait bien aux deux niveaux qu'on a déjà dans le film en fait.
Ah oui, je suis assez d'accord, mais je trouve qu'il va, même dans ce cas-là, il va pas assez loin. On est encore on est mi-figue, mi-raisin, on est entre les deux, et il va pas jusqu'au bout, parce que je trouve que le sujet est super intéressant. Personnellement, je trouve on est plus proche d'une œuvre collective, même si je mets une grosse différence. On parle de réalisateur, mais quand le réalisateur a écrit lui-même tout son scénario pendant 3 ans, il l'a vendu, je lui donne beaucoup plus de mérite et du coup de droit. C'est un auteur. Voilà, c'est un auteur. Tous les réalisateurs ne le sont pas. Tu as des réalisateurs qui sont là en commande. Quand tu as un réalisateur qui est là en commande, pour moi, il est aussi éjectable qu'un acteur. C'est Martin Scorsese. Martin Scorsese, il écrit quasiment pas ses scénarios. C'est toujours des commandes. Il passe toujours par des scénaristes, mais lui, il fait que réaliser. Mais oui, mais après, c'est un gros débat de est-ce que le maître à bord, c'est le réalisateur et rien d'autre que réalisateur, ou est-ce que c'est un art collectif? En France, aux États-Unis, c'est un gros débat qui déchire, et en plus, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de travailler. Parce que par exemple, en France, on sait que le réalisateur, c'est quand même. Il peut avoir une négociation, mais au bout du bout, si le réalisateur il veut ça, il l'aura. Alors que aux États-Unis, le réalisateur, c'est un simple exécutant. Il est là pour diriger ce que veulent les studios et ce que veulent les producteurs. Lui, il est là juste pour... C'est pour ça qu'aux États-Unis, ça s'appelle un directeur. Il est là pour diriger, mais rien de plus. Mais j'ai l'impression que Cédric Kahn, il s'intéresse beaucoup et il pose l'accent sur le réalisateur et donc le réalisateur... en fait, c'est deux réalisateurs. Hein, c'est le réalisateur du film et le réalisateur du making-of. J'ai l'impression que lui se projette beaucoup dans le... Peut-être qu'il s'identifie sur lui... le petit jeune. Ouais, voilà, quand il a commencé le cinéma. Mais il y a plein de petites idées parsemées dans le film que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, par exemple, que le réalisateur, quand il parle à sa famille, que ce soit sa femme ou ses enfants, c'est à travers un écran. Tu vois que même lui, il est matrixé au possible. Les seuls contacts et les seuls rapports qu'il a avec ses enfants, c'est à travers un écran de télévision, quoi. Mais il y a plein de parallèles super intéressants. En tout cas, moi, je trouve que c'est un film qui donne pas envie de faire du cinéma, en tout cas. Parce que quand on voit les emmerdes qu'il a, c'est vraiment pas... Je trouve que, justement, ça t'apprend à voir l'envers du décor, mais en mode tout n'est que magouille et tout n'est que bordel. On a l'impression que les choses peuvent être... droite, rangée, que chacun rentre dans son rôle et connaît bien son texte, et tu vois tous les à côté de il pleut, allez, on va aller en cours, il faut filmer maintenant parce que après il pleut plus. On voit la discrimination pour les techniciens, en tout cas pour la figuration, parce que la figuration au début, à la cantine, ils débarquent, ils font non mais vous c'est pas là-bas, vous c'est pas ici, vous allez sous les pluies, vous démerdez et tout. Oui, tu vois les cloisons en fait que le reste du temps, toi en tant que spectateur, tu ne vois pas. Et c'est pareil, j'ai trouvé qu'il y avait des discours sur le cinéma qui sont assez intéressants. Déjà on a parlé, on a le discours sur qu'est-ce qui dirige un film, est-ce que c'est réalisateur ou est-ce que c'est une œuvre collective. Et au début du film, on a une scène avec les financiers. On a vraiment deux aspects du cinéma qui s'opposent. Il y a le cinéma pour faire des entrées, donc où on dit mais les gens viennent au cinéma pour se divertir, pour oublier leur vie de merde et tout. Donc il faut un film à l'eau de rose où tout se résout bien, où de producteurs détestables en plus. C'est même pas des producteurs, c'est des financiers. Ils le jouent très très bien par contre. Vraiment, j'ai grincé des dents. C'est des producteurs quoi. Non, c'est des financiers. Mais ils sont pas détestables, c'est un pléonasme un peu, je veux dire. De toute façon, les financiers, souvent, c'est d'ailleurs le film, il taille un costard au producteur. Hein, vraiment, vu que c'est le seul qu'on a. Le producteur, on nous explique que c'est un magouilleur de base. Donc pour ceux qui connaissent pas beaucoup le cinéma, ils se disent il y en a des bons, mais c'est vrai que c'est un truc de requin quoi. C'était presque dommage que je trouve il y a un rôle de producteur qui est extrêmement bien écrit. J'adore toutes ces phrases. Par contre, l'acteur qui est en fait le réalisateur Xavier Beauvais, je ne sais plus. Je le trouve un petit peu en dedans et c'est dommage. J'ai l'impression que c'était un petit délire. Xavier Beauvois, pardon. Ah non, mais moi je le trouve extrêmement bon d'ailleurs. Je trouve il est un peu trop laconique, un peu trop lunaire. Il manque de cynisme. Parce que je sais pas, l'image que j'ai des producteurs, j'ai eu la chance d'en croiser quelques-uns. C'est pas du tout l'idée que j'en faisais. Et oui, ce côté magouille est bien là, mais je trouve que l'écriture devrait être plus. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez pinçant. Enfin, il y a un truc qui manque aussi. Il doit être encore plus dégueulasse avec les gens. Il peut être encore plus. Moi, je trouve que c'était déjà pas mal. Quand même. Mais c'était déjà une belle caricature. Il le fait, mais de petite manière. C'est sympa, mais j'ai l'impression. Je vois son rôle plus comme un clin d'œil qu'ils sont faits ensemble parce que les deux sont réalisateurs, Cédric Kahn et Beauvois. Mais de toute façon, dans tout le casting, il y a quand même pas mal de gens qui sont passés par la case réal. Denis Polialides, Jonathan Cohen, Valérie Doncelli, c'est tous des personnes qui ont fait plusieurs films. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, c'est bien vu, je trouve, de ce côté-là. Tout à fait. Et à part lui, franchement, je trouve que la mise en scène et les acteurs, notamment les deux jeunes, Souela Yacoub et Stéphane Crépon, sont excellentissimes. Stéphane Crépon, il est très bon. Hein. Mais moi, Stéphane Crépon, je l'avais déjà découvert dans Le Bureau des légendes. Ouais, il était génial là-dedans, petit informaticien. Ouais. Après, je l'ai revu dans Lupin, et là, voilà, je le revois là-dedans, et il joue toujours trop bien. Quoi. J'aime bien. Alors, autant les acteurs, j'ai rien à dire, mais moi, j'ai eu un peu plus de mal avec la réal, en fait. Je trouve que il y a un vrai problème entre le moment où on est en train de regarder le film, nous, spectateurs,
et le moment où on est dans l'autre film, celui qui est en train de se faire dedans. Je trouve que des fois, on n'arrive pas trop à faire la différence, mais c'est un peu voulu, je pense. Et en plus, il faut rajouter à ça le 3e niveau, qui est le making-of. J'ai eu du mal avec ça parce qu'en fait, on sent qu'il faut que le réal arrive à faire la différence entre ces 3 niveaux. Et donc, du coup, le making-of, il va être volontairement un peu crado, avec la shaky cam, la caméra là, qui tremble dans tous les sens. C'est filmé n'importe comment, c'est flou, ça fait mal à la tête, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu de mal avec les différents niveaux dans quel film on est et comment il arrive à le montrer, en fait. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est le point positif du film, c'est que tu te perds dans quand est-ce qu'on filme vraiment le film, quand est-ce qu'on est à côté. Oui, quand même, moi, je trouve que quand on est dans le film, on le voit assez bien. Oui, non, mais je suis d'accord. Parce que le seul moment où Jonathan Cohen il est en empathie, c'est quand il est dans son personnage. Non, mais il y a des moments où... quelques secondes à venir. Voilà, mais je trouve que c'est relativement subtil et je trouve que ça fait tout le parallèle et avec, pour moi, la conclusion du film, où en fait, justement, le cinéma, c'est toute la vie du réalisateur. Et il ne distingue plus rien. Comme disait Norbert, il ne vit que les choses à travers un écran. Il a besoin qu'on filme son film à travers un stagiaire. Et en fait, tu te retrouves un peu dans sa peau à te dire « Je n'arrive plus à distinguer les différentes strates de ma vie, de mon film et de mon réel, en fait, à l'instant T. » Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est plus sur le côté de même les scènes, du coup, où on va les voir en train de tourner le film. Du coup, on va avoir le droit à des longs plans séquences qui sont un peu compliqués à justifier enfin, c'est pas comme ça qu'on réalise un film, en fait. Et donc, du coup, c'est un peu... Je sais pas, moi, ça m'a un peu dérangé ce côté-là. Oui, mais je suis d'accord. Le comment est réalisé, comment on nous montre comment est réalisée la réalisation du film, c'est compliqué, mais le film dans le film, il filme toute une scène d'une seule traite. Très compliqué, à part si tu fais un délire de mise en scène où tu fais un plan séquence, mais là ça a pas l'air d'être le cas, donc tu te demandes vraiment pourquoi ça dure autant de temps. Ça peut peut-être être justifié par le fait que le réel voit comme ça, mais c'est jamais dit dans le film, donc vraiment à plusieurs moments on se demande quand est-ce que ça coupe. Et moi globalement, le film qu'on nous montre, après peut-être que c'est voulu par le réel, mais le film qu'on nous montre, j'ai pas envie de le voir, hein, parce que moi il y a plusieurs fois où vraiment je disais ok, on a compris, c'est le film. Là, ça commence à faire 2, des fois 3, des fois 4 minutes qu'on est dans le film, il est temps que ça s'arrête, il est temps qu'on revienne dans le film. Après, l'idée de commencer directement le film par le film dans le film, voilà, on en est réduit à parler comme ça. Ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais pareil, la fin de cette séquence, je la trouve un peu chelou, quoi. Je sais pas, j'ai pas accroché à... Je trouve qu'il y a les moments où il coupe pas au bon moment à chaque fois. Je sais pas comment... Tu as quelque chose à dire sur ce film. C'est très dommage parce que, par exemple, la scène d'intro, on te montre jamais tout ce qu'il faut pour faire une telle scène comme ils veulent qu'on la filme de cette manière-là dans le film. C'est-à-dire que dans La Nuit américaine, la scène d'intro, c'est à peu près la même façon, sauf qu'on te montre tous les corps de métier qu'il faut pour arriver à faire un long plan de 30 secondes avec une personne qui traverse la rue, qui est une rue bondée avec des voitures qui passent. On te montre qu'ils font un régisseur, quelqu'un qui dirige les passants, quelqu'un qui dirige les voitures, une grue, donc un chef électro et tout. On te montre tous ces corps de métier-là. Là, on te montre le film. Et après, on enchaîne direct sur le film dans le film. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu dommage. Parce qu'effectivement, on montre, je trouve que si on veut désacraliser le cinéma, parce que donc c'est quand même la volonté de l'acteur, hein, quand on montre comment sont traités les techniciens, les coupes qu'on fait et tout, c'est dommage qu'on ne montre pas le nombre de corps de métiers différents qu'il faut pour arriver à faire un film. Et en plus, le film est long. 2 heures. Il fait 2 heures. Ouais. C'est pour ça qu'il n'aurait pas pu rajouter. D'ailleurs, il a choisi d'ellipser vraiment le côté technique, le côté de l'équipe, et il garde que le côté. Après, peut-être que ça intéresserait personne, peut-être que ça intéresserait que nous, hein, j'en sais rien. Mais au-delà de ça, je pense que c'est le sujet en lui-même. Ils ont choisi un sujet qui n'est pas facile à traiter et qui a déjà été vu. Il y a des choses déjà bien qui ont été faites, comme on a déjà pu le dire un petit peu plus tôt. C'est dur de faire du nouveau sur quelque chose qui est déjà compliqué, avec des strates de différents niveaux. Donc, je pense qu'ils ont essayé de faire au mieux, comme disait César, en queutant ce qui semblait peut-être être superficiel. Le problème, c'est que faut connaître le cinéma, faut connaître un peu le background, et si tu l'as même pas un tout petit peu, tu peux vraiment être vite perdu, je trouve. De toute façon, on nous montre dans le film que le problème général du film, c'est le producteur. Enfin, c'est lui qui est la cause de toute la problématique du film parce qu'il a vendu un faux scénario et tout aux financiers. Et après, c'est lui qui dit oui, non mais
c'est bon, ça va se régler ce truc-là, tu vois. Mais Oui, justement, je trouve qu'il est plutôt pas mal dans ce rôle. Enfin, oui, bah, j'ai vraiment adoré détaché, Non, mais complet. c'est vrai cette fois. Ouais, ça c'est veut dire ça. qu'avant c'était pas vrai. Ouais, Il non, fait, je trouve ça pas mal. mais... Ah, j'ai trouvé ça cool, c'est sûr. Bon, en tout cas, c'était notre avis sur ce film. Alors après ce moment un peu trop sérieux, je vous propose qu'on passe à la chronique suivante, qui est le thème que nous avons tiré au sort aujourd'hui. Donc on va parler des unpopular opinions, donc les films qu'on aime ou qu'on déteste, envers et contre tout. Bah, je propose qu'on commence par les films que tout le monde adore, mais que nous on déteste. Tu vois, après on change. Que tout le monde adore et que nous on déteste. Très bien. Bah vas-y Norbert, commence. Ah bah. Je t'en prie. Ah bah alors moi, de toute façon, j'aurais pu mettre quasiment toute la filmographie de Stanley Kubrick. Ah moi, bah je ne peux pas piffrer ce cinéma-là, à part moi, Lolita et Full Metal Jacket. Mais donc, j'ai décidé d'en choisir un. Alors, j'ai choisi 2001 Odyssée de l'espace. C'est vraiment un film que j'ai dû mater en 5 ou 6 fois parce que tellement je trouve ça nul. Je ne peux qu'acquiescer, j'aime pas non plus. Oh là, mais qu'est-ce que je fais là? Mais s'il vous plaît, Moi, j'ai quelqu'un pas vient me vu. sauver. Je quoi. trouve que pour expliquer ce qu'il va expliquer dans le film, c'est quand même 10 fois trop long. C'est nihilisme, mais de toute façon, tout le cinéma de Kubrick est nihilisme, mais pourquoi pas. Mais c'est vraiment, il le fait de la pire des manières. Il le fait d'une façon, je trouve, très ennuyeuse. Je n'en pouvais plus de voir des mecs là comme ça, année après année. En plus, moi, le message de fin, je l'ai même pas compris. En plus, c'est comme David Lynch, c'est là, c'est ouvert à l'interprétation. Et c'est pas- et parce que tu comprends pas, c'est moche. Non, c'est pas parce que je comprends pas que c'est moche. C'est que je déteste les trucs où c'est flou pour être flou. Et la fin de 2001 Odyssée de l'espace, c'est du Mulholland Drive en veux-tu, en voilà. C'est pas flou, c'est philosophique, mais c'est. Oui, non, mais voilà, On est dans- si on est tu dans veux. la Ça c'est conversation. pareil, c'est trop facile. Trop Et puis il y a un facile. moment, il faut couper les plans, là, Oui, c'est trop long. ça, c'est- T'as de il y a un l'épaisseur, de plan la qui dure 1 minute profondeur. 30 sur un J'adore le os. Il contemplatif. faut Sur savoir un prendre os le temps, les gars. qui vole dans le vide comme ça, on te fait 1 minute 30. Mais C'est vous pas un êtes la film, c'est un génération diaporama. Z, vous zappez tout le temps, mais c'est bien de prendre le temps. Pourquoi ce cadre? Pourquoi cette lenteur? On est dans l'espace. Ah, mais pourquoi on est ce isolé. cadre? Oui, mais- Il faut se rendre compte de ça. non, Il y a On est sur un contemplatif nouveau et monde. contemplatif. Des fois, tu l'as compris en 3 secondes, il n'y a pas besoin de le faire en 8. Ouais, mais alors, t'as compris en 3 secondes, t'as pas besoin ensuite de 5 secondes de compréhension. Ok, j'ai compris ça, maintenant j'analyse et je le comprends. Je veux Ça le- peut je toujours veux aller profiter. plus Oui, mais quoi. le vrai problème, c'est Ouais, que mais voilà, c'est pas que du divertissement. C'est ça qui est bien Mm. avec les films d'époque. T'es dans le divertissement, mais t'es aussi encore plus dans le message. T'es pas juste là pour bouffer des popcorn. Non, mais le message, on l'a compris dès le début du film, si tu veux. Oui, mais Et même si tu veux nous montrer que, même après, je sais pas, 2-3 000 ans d'évolution, on est toujours bloqué au même stade. D'accord, soit. Mais c'est étiré en longueur. Je veux dire, rien que dans l'espace, je me rappelle qu'il y a une séquence de peut-être 1 demi-heure où c'est juste des gars qui discutent de la société et tout. Il est sorti ce film 1 an après. Il y a des gens, même en Europe, qui sont restés debout toute la nuit pour voir 2 Gugus atterrir sur la Lune parce que c'est arrivé, c'est pas Kubrick qui l'a tourné. Hein, on est tous d'accord. Si Jean Je Chopin le te dit ça, remettais en les directs, question. je sais, t'étais là. J'étais là, j'ai filmé le making-of en plus. C'est génial. Non, mais voilà, on a une époque où il y a ça. Moi, retranscrire, enfin voilà, c'est. Allez, je vais être dans votre sens. Il y a des fois, il est peut-être un petit peu long, c'est un petit peu Un long sur petit peu certains long, points. mais attends. Un petit peu, seulement pas plus. On se tait, on écoute. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça, mais au moins, c'est un vrai marqueur d'époque, d'histoire. On est en train, ça y est, l'homme partait de la planète, on arrive enfin dans l'espace, ça pas juste. Parce que dans l'histoire, avant, on parlait de l'éther pour le vide. Maintenant, non, on a un truc beaucoup plus scientifique. On sait un petit peu où on est. On met les premiers pas en dehors de notre planète. Et voilà. Et on a un mec qui a filmé ça magistralement. Enfin, il n'y a rien à dire. Oui, c'est long, c'est contemplatif. Ouais, mais 2 c'est un heures et demie, moment oui, de c'est long, l'histoire oui. de l'humanité. Après, qui est tellement important. je peux être d'accord avec toi, c'est juste que je l'ai pas vu depuis longtemps, il faudrait que je revoie ce film. Je l'ai vu Je 2 suis fois, moi. Donc. Je suis sûr que je pourrais peut-être apprécier. Je pense qu'il avait oublié les dialogues chez lui. Du coup, bah, ils m'ont pas mis. C'est dommage. Déjà, tu mets 45 minutes à avoir des dialogues, je crois. Mais bon. Et alors, ouais, Chaplin, c'est nul du coup. Alors, Buster Non. Keaton. Non, mais d'accord. Non, mais je toi, pense que c'est- c'est quoi le film que t'aimes bien? Enfin, que tu détestes alors que les gens aiment bien? Ah bah moi c'est une grosse merde. Non, alors, j'avoue, j'exagère un petit peu, mais vraiment, il m'a un peu. C'est Peter Jackson que j'adore, mais il a fait un film. Ah putain. Il a fait un King Kong quoi. Celui avec les dinosaures. C'est lui avec les dinosaures. Mais il est J'ai génial. envie de tu crever. vois. Mais il y a des arrête. dinosaures. Mais arrête. Alors oui, il y a des dinosaures, c'est sympa. Mais... Non, mais attends. Oh là là. Non, Qu'on vraiment, reprenne. soutiens-moi, Alors, il y a qu'on des reprenne. dinosaures. Je vais commencer, je vais vous dire pourquoi. Alors, Il y a déjà, des j'adore. Il y a dinosaures. Jackson et voilà, il est super. Jack Black, j'adore. Naomi Watts, Mulholland Drive, rien à dire. Andy Serkis. Et là, la DA, la direction artistique, les fonds verts quand ils sont sur le bateau, Ouais, c'est ok. dégueulasse. Ça, je c'est peux pas baveux, te tout le ça. retirer. À la rigueur, il veut retranscrire l'atmosphère du premier King Kong, les années 20, où c'était très théâtralisé, très poétique. Ok, à la rigueur. C'est moche, mec, mais tu choisis, ça va. Mais ensuite, là où j'ai commencé à en sortir du film,
la scène des dinosaures. Ils tombent sur des diplodocus qui mangent dans une petite prairie. Oh, c'est bucolique et champêtre, c'est génial. Ils sont quoi ? Il y a quoi ? Il y a 15 diplodocus. T'aimes Il y a pas les 3 petits dinosaures, raptors. t'aimes pas les dinosaures. Ouais, Les je pense qu'il y a de la. j'aime bien. Ouais. Il y a 3 petits Il y a de la raptors qui arrivent. discrimination envers les Ouais, dinosaures grave. là. 3 petits raptors qui arrivent, ils font peur aux 15 diplodocus. D'accord. Ils arrivent à les envoyer dans un canyon qui débouche sur une falaise où ils tombent et ils meurent. Alors déjà, Non, ils meurent pas tous déjà. ils meurent pas tous, mais Heureusement. Belle non, là, performance. les diplodocus, les humains, c'est n'importe quoi, les effets spéciaux sont mal faits. Et là, tu dis, les diplodocus, donc les mecs, les animaux, ils sont là depuis plusieurs centaines de millions d'années, coincés sur une petite île, ils connaissent toujours pas la topographie du truc, ils savent pas que sinon ce canyon, ils vont se C'est tuer. ça ton problème avec Comment ce ils ont film. résisté aussi Tu longtemps as quoi. mais le beaucoup gars- trop réfléchi. le gars, c'est juste la Mais c'est peut-être topographie. pas pour rien qu'ils C'est sont éteints, évidemment. les dinosaures. Ils sont peut-être Ouais. super cons. Enfin, Au-delà de ça, ok, simplicité. Il va nous raconter tout le film en fait. Non, après, moi, je peux le C'était rejoindre. dégueulasse. Juste cette scène, elle pue du cul. Mais pour le reste. mais même, je suis même Mais pas non, mais non, d'accord. je suis pas d'accord. Oui, c'est bien, tout Non, est mais- bien dans ce non, film. non, Tout est non, bien pas tout est bien. partout. On Les va- combats avec les Le gars- dinosaures, c'est attends, super. attends. Les La vers, c'est balançoire. super, mais ça, c'est Attends, pas La bien. balançoire. Le gars, il a fait 3 films avant, qui sont un peu connus. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Le gars, il a fait 15 films Non, mais avant. d'accord, Il a fait- mais- il a fait 15 chefs-d'œuvre et il fait ça. Justement, c'était des coups Fantôme d'essai. contre fantôme, excuse-moi. Oui, j'allais le dire. C'était des coups d'essai pour arriver à ce chef-d'œuvre. Ah là, il n'y a Oh plus là personne qui là. dit Oh là rien là. du tout. Hein. En fait, on est tellement choqués par tes propos. Non, mais je Non, réfléchissais. mais voilà, mais sans Il y a des exagérer, fois- j'adore ce film, je le trouve trop Des bien. fois, tu devrais Il y a perdre des tes mots. dinosaures. Non, Ou mais les franchement, oublier pour la semaine prochaine. Et ça, tu devrais oublier ces mots-là. Tu vois, authentique, c'est facile, mais ça, c'est C'est le cinéma, c'est pas le cinéma, c'est le cinéma. C'est le cinéma. mais non, mais je sais pas, moi j'adore ce film, je l'ai découvert, ça m'a fait Mais étant découvrir enfant, il avait 5 ans hein, quand il est sorti, donc. C'est ça. Oh. 7. Non, mais je sais pas, j'adore ce film, je peux pas être. Toi, Aliette, c'est quoi ton film Ah bah alors moi ça va plutôt être une saga. Moi je n'aime. Twilight. Ouais, bien joué. Je déteste Twilight. Mais qui aime Twilight Qui va la défendre Mais ici qui va la alors défendre Non, mais alors, je personne. suis Elle est avec plutôt des- détestée. Oh, À part alors, le jeune non. public qui a connu Twilight à l'époque. Il y a Non. même Elle pas a de été dinosaures. défoncée Oui, par mais- tout le monde. Non, Aucun quand dinosaure, c'est rien. sorti, c'était vraiment. Moi, j'étais là à l'époque hein, quand c'est sorti. Hein. C'était une vague de. Tout le monde en parlait, tout le monde avait vu, tout le monde avait lu les livres, tout le monde. Et moi, déjà, je les ai pas lus à l'époque et je m'étais refusée à les regarder. Je m'étais dit, attends que la vague passe. Et la vague est passée et les gens continuaient d'en parler. Donc, je me suis dit, au moins, pour pouvoir critiquer, il faut au moins avoir vu ou lu. Donc, j'ai lu. Et en fait, je me suis dit, bah, non, vraiment, je vois pas l'intérêt des gens pour cette saga problématique qui, pour moi, est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Et en fait, j'ai vu juste des images et déjà que je trouvais que les livres étaient pas terribles, vraiment, ça ne m'a aucunement donné envie de me forcer à regarder au-delà du 1. Mais je pense que je suis à une table où les gens partagent relativement mon avis. Oui. C'est enfin, ça le problème, mais j'ai qui l'impression- va le défendre En fait, j'ai qui va les l'impression défendre qu'à part la cible des Twilight, c'est-à-dire les jeunes ados, à part ça, les gens ont plutôt pas aimé. Hein. Non, il y a quand même des nostalgiques ou des fans qui, une fois Mais- grandis... oui, mais c'est pas que les ados. C'est la cible. Bah, les ados quand c'est sorti, mais les gens qui avaient lu les livres, ils étaient plus ados hein, quand c'est sorti. Moi, j'étais Oui, déjà mais pas là, mal grande. hein, ils sont donc, déjà attachés au truc, donc oui, c'est tout c'est bénef. le fameux truc nostalgie. J'avais vu, j'aimais bien. Bon, bah, on le regardait. Comme il y a des trucs, tu sais que c'est de la merde, mais tu vas les défendre quand même. Ah oui, c'est le sujet qui arrivera après, ça. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter sur Twilight. Il s'est avéré que je suis allé voir Twilight 2. Alors, je précise, c'était parce que on se parlait avec une fille et que c'était le film qu'on allait voir ensemble pour finir notre date. Ouais, c'est ça, cherche des excuses. Autant- T'es allé voir non, Twilight 2, t'es allé voir le 1, donc t'as aimé. Ok. Ah non, je C'est toi qui as choisi le film. Non. C'est ça. Bon, allez. Non. Il Non, n'osera mais jamais l'avouer. Encore une fois, je suis allé en disant, ouais, bon, peut-être qu'elle est gentille, peut-être qu'elle est sympa. Bon, bref. Ça t'a pas mis la puce à l'oreille de te dire elle aime bien Twilight? Non, mais je me suis dit qu'elle a des goûts de merde, hein, ça arrive. Hein, Quand t'as te demandé de te mordre, de la mordre pendant le film, ça t'a. Non. Non. Mais voilà, donc bon, ce date n'a rien donné parce que elle avait adoré le film. Moi, je suis sorti, elle m'a dit t'as aimé? J'ai fait bah, non. Au départ, j'étais en mode je lui dis pas. Mais c'est non. super pour Mais- mettre fin à un date rapidement. Enfin, je veux Ouais. dire. Tu lui aurais dit super oui, test. c'était mal barré. Hein. Bah, je lui ai dit non, mais après, c'était pas de problème. Juste qu'après, elle m'a jamais rappelé. Donc, fallait croire que ça Ah, avait ouais, mais, suffi. mais Edouard, quand même, elle a vu Edouard. En plus, pour ceux qui ont vu la saga Twilight entièrement, comme moi j'ai fait, le 2, c'est vraiment le pire en plus. Hein. Mais pourquoi tu te fais du mal comme ça en fait? Parce qu'en fait, moi, je suis du genre, si je veux critiquer un film, j'ai besoin de le voir. C'est pour ça
ça que j'ai vu tous les Twilight, j'ai vu tous les 50 nuances de Grey et que là je suis parti dans la saga After. Des Non, mais très tu mots peux regarder d'autres films. Hein. Oui, Y a c'est pas- des mauvais choix de Heureusement, vie, j'en quand regarde même. d'autres. T'as C'est pour trop ça de que temps libre, mec. Non, mais c'est pour ça que quand on me fait, quand on arrive en disant ouais, alors ça c'est une bouse et tout, je fais non, c'est des bouses, il y en a plein. C'est juste que vous les regardez pas, moi je les regarde. Donc ça c'est pas une bouse, c'est juste un film de ce moment quoi. Là, Twilight, le 2 était vraiment une bouse. Hein, et voilà. Écoute, j'en ai aucun souvenir. Je sais que je les ai vus à un moment donné, mais Il y a des paillettes et du soleil. mais oui, il brille au soleil, c'est incroyable. Boule disco. Moi, alors, j'ai eu du mal à choisir un film. Il n'y a pas de film que je déteste vraiment, mais peut-être qu'on me l'a un peu survendu. J'ai choisi Sacré Graal. Quoi? Bah ouais, Non, mais ah, mais tout ce qui sort de ta bouche, j'ai trop du mal. Je suis désolé. Non, mais pourquoi? Parce que l'humour ne m'a pas... j'ai pas accroché plus que ça. J'ai pas compris. Ouais, allez, c'est super. J'ai pas accroché plus que ça à l'humour du film. Ouais, c'était bof, quoi. Y a pas de fin. C'est dommage, ils auraient pu le finir, leur film, au bout d'un moment, non? Non, vas-y, défends-le, je t'en prie. J'ai pas à défendre. Regardez-le, toutes les 3 minutes, une scène culte. Non, mais Non, c'est vrai que. non, je dis pas que c'est là que j'ai un peu du mal. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on. Arrête, le lancer de vache des Français, le petit lapin qui garde la caverne, Après, c'est le peut-être chevalier sans bras. Enfin, Un il y a style que d'humour, des- t'aimes peut-être pas l'humour Ouais, britannique. T'aimes pas l'humour anglais, britannique. Bah, C'est- non, c'est- je c'est pense. spécifique, quand même, hein. Je pense pas, mais. Ce n'est T'aimes pas bien au la goût de Cité de la chacun. peur? Oui, j'aime beaucoup La Cité de la Peur, ouais. Ouais. Ah T'as ouais. pas vu La vie de Brian Je crois, des Monty Python, j'ai pas dû voir énormément de choses. Rien, quoi. Ouais, rien. Mais ça, c'était pas bien. Oui, parce que, Non, c'est pas que c'était pas bien, mais T'es au courant que The Full Monty, ça n'a rien à voir avec Monty Python. je connais même pas The Full Monty. Oh là c'est là, quoi mais cherche c'est à bon, faire bah, des blagues un on petit peu arrête, et oh là, il n'y a même plus des références. Bah non, mais explique-moi. Oh là là. C'était un petit. En plus, ça peut aller avec le film Making of, un petit film de lutte de classe ouvrière de Mhm. Ken Loach. Je dis ça un peu vite. Sur des ouvriers qui, pour éviter d'avoir la perte de salaire, commencent à se faire des striptease. Un peu Ah, de ok. petit peu d'argent côté. Mais Et ça c'est m'intéresse. sympa. Tu l'as pas vu ce film? Mais j'en Et ai j'ai vu dit- aucun et D'accord. ils sont sur ma liste par contre. D'accord. Si on passe sur les films que les gens plutôt détestent, mais que moi plutôt j'aime bien, c'est Pearl Harbor hein, de Michael Bay. Je sais que c'est un film qui est plutôt décrié, qui est plutôt défoncé dans sa filmographie. C'est tellement niaiseux. Ah ouais. Ah là Mais là. oui, mais moi je trouve que, ok, c'est niais, mais il le fait bien. Bah, Moi, ça marchait Ouais, sur non, moi, hein. tu vois. Mm. La petite musique. Mais En il a- plus, ils ont La fait un petite triangle amoureux. larmichette. Alors, Il aime bien l'Amérique, non, Michael Bay, non? ah oui, Je- non, mais Et c'est les pareil. explosions. Ce film a Ah non, c'est été pas assez le même. décrié pour ça, pour sa glorification. Mais bon, il y a d'autres films qui l'ont fait avant. Moi, ça me dérange pas trop. J'aime bien l'histoire qu'il nous raconte. Alors oui, effectivement, c'est ultra niais. Mais ça fonctionne, je trouve. Il le fait bien, tu vois. Encore une Après, fois, c'est- j'aime bien Michael Bay. Je sais pas. Oui, c'est vrai que ce film, il me déplaît pas non plus, mais c'est pas. C'est peut-être le plus niais de sa filmographie, Il ouais, se prend trop effectivement. au sérieux dans ce film, je pense, par rapport aux autres, l'Armageddon, tout ça, il y a un petit côté quand même. Mais là, il raconte une Badass. histoire vraie en même temps. Ouais, donc, il y a une vraie histoire, tout ça. Je pense que vu qu'il cherche à se prendre au sérieux, qu'il faire du grandiloquent, une sorte de péplum dans un sens, avec ce triangle amoureux en plus, je pense qu'il s'y perd un petit peu. Lui, il est super bon pour faire divertissement, des gros booms. Voilà, ça rigole et. Yes. Ouais, non, mais à la limite, le seul truc que je vais reprocher, c'est qu'il est un peu long, effectivement. Je crois qu'il dure presque 3 heures. Effectivement, et plus je le revois et plus je me dis, bon, il y a quand même une bonne demi-heure à couper. Ouais. Mais sinon, 2h30 à couper. Ouais, je suis d'accord. le truc, ça devient un court-métrage. C'est surtout que je trouve qu'il est encore plus niaiseux que. Ah, pour moi, c'est le plus grand film romantique de tous les temps. Enfin, après. Ah ouais, non, mais tu sais, c'est trop, ça dégouline trop. Et pareil, il y a des longueurs au milieu, du coup, t'es là, genre, ça dégouline, c'est mielleux, c'est. Ah, il faut arrêter, vite. Je restais un petit peu dans le même thème. Moi aussi, c'est avec des militaires américains. Et c'est un film qui est génial. Je ne comprends pas ce que les gens. Vous êtes giga Je patriotique. vois exactement où il veut aller. Moi, je vois pas. C'est un film que tu peux pas tester. Ça s'appelle Battleship. Oh putain, Ah, mais non, c'est pas Arrêtez. Ça n'est Battleship. pas possible. je l'ai vu lui. C'est génial. Alors, qu'est-ce que. Non. Non, Non, mais il y a rien Pourquoi qui Y va a dans qu'est-ce qui va bien, ce film. c'est- Alors, déjà, je reprends. C'est un contre-Transformers qui se voit en plus. Mais non, il y a patriotisme un petit C'est peu le truc avec les exacerbé. grosses crevettes, on C'est est fait par d'accord. Navi. Grosse crevette. Des grosses crevettes. Non, c'est pas des crevettes, t'as pas ça. Non, Elles c'est sont plutôt les mecs moches. de Halo et tout ça. C'est génial. T'as tout ce qu'il faut, t'as le vrai truc de propagande. Donc, alors forcément, il faut faire plaisir à Navy parce qu'il faut leur emprunter les bateaux. Donc, Pour de la propagande, c'est cool. il y a de la propagande dedans, mais
j'y reviendrai un petit peu après, pas que. Au final, le héros, il est totalement immature. T'as le héros qui comprend rien, on se fout de la gueule du mec. Donc en fait, on est en train d'infantiliser un petit peu la Navy, même si on utilise des moyens. Et je trouve qu'il y a un petit côté digressif derrière qui est très très léger. Et je me demande limite si c'est pas un scénario ultra acide à la Verhoeven qui était totalement camouflé pour avoir l'aval des studios. Parce qu'au final, le mec, il est juste très con. Ah mais oui, il fait jamais ce qu'il faut. L'art de la guerre, combat l'ennemi là où il n'est pas, j'ai fait ça, t'as rien compris de l'histoire. Mais je crois qu'à un moment, il fait même, on tire là-bas, il fait pourquoi il fait parce que c'est totalement con, tu vois, donc on va tirer là-bas et ça marche. Ah oui, c'est ça, mais le mec, enfin, il est débile. Il y a pas le. D'habitude, c'est le côté genre le mec qui a comme des petits problèmes et qui a problème de confiance en lui ou qui arrive pas et tout ça, et après il se révèle face à l'adversité, tout ça. Là, il y a ça, mais à la fin du film, tu te demandes si le mec il a mûri en fait, tout simplement. Oui, puis. Et je trouve ça génial. Et puis quand tu regardes, au final, degré, quand tu regardes le film, tu te demandes. Enfin, finalement, les extraterrestres, ils ont rien fait de mal. C'est l'Américain un peu con qui tire sur tout ce qui bouge. En fait, si tu le reprends. Il détruit les vaisseaux. C'est même lui qui est responsable de la mort de son frère. Donc, oui, mais ça, ouais. De quoi les extraterrestres. Les crevettes. Mais c'est pas par accident. On n'a pas trop l'impression dans le film. Non, il y a un côté, les extraterrestres ne te tirent dessus que si tu braques les armes. Oui, voilà, sur c'est eux, ça. Une fois qu'il sait ça, lui il continue. On y va. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu con. N'importe quoi. C'est génial. Et non, franchement, t'as de l'humour, t'as Rihanna qui a un super rôle. Et pour une fois que tu prends une jeune chanteuse et que tu la mets pas en train de chanter ou en train de faire un striptease, parce qu'après oui, mais résultat, on comprend pas ce qu'elle fait là. Non, elle a un vrai rôle de badass, ça fait plaisir. Et non, il y a des trucs. Enfin, comme elle est hyper sexualisée dans le film. Et dernier, elle est pas du tout sexualisée dans le. Oui, je raconte, elle est en débardeur alors que tout le monde est en veste. Mais non, elle est en débardeur dans le truc. Tu la vois jamais en débardeur dans mais bien sûr que si. Quasiment pas. Elle est tout le temps avec sa veste totale. Écoute, t'as pas de lunettes, je trouve que tu devrais t'en acheter quand même. Toi, tu fais des pauses, des moments du film où il faudrait pas. Et dernier argument pour dire que c'est magnifique, il y a du ACDC dans le film, et beaucoup, et c'est génial. Voilà. Des plans séquences de dingue qui rappellent les nuls de l'émission, qui finissent avec des grosses. Non, mais je crois pas que ce soit leur rêve quand tu dis ça. Avec les Américains qui gagnent partout, et je trouve ça génial. Regardez ce film, c'est trop bon. On a tous des goûts très éclectiques. Moi, j'ai parlé d'un film qui est pas très connu, mais que j'ai découvert, je ne sais même plus comment, qui s'appelle Une nana au poil et qui est sur un principe de Freaky Friday. C'est un swap de corps, tout simplement. Sauf que là, c'est vraiment nanardesque. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ça plaît pas forcément à tout le monde. C'est qu'il faut aller au 40 millième degré. Et en fait, le topo, en gros, c'est une pom-pom girl insupportable qui récupère... pom-pom girl, quoi. Oui, mais non, on insiste vraiment sur le fait qu'elle est imbuvable, cette meuf, qui récupère des sortes de boucles d'oreilles maudites et qui fait qu'elle échange de corps avec un trentenaire, mais un trentenaire nul. Et du coup, on va suivre les péripéties principalement du coup de la nana dans le corps du trentenaire. Et la version française est vraiment terrible, c'est-à-dire que la traduction est pas folle, les blagues sont à moitié nulles, mais moi, ça m'a énormément plu. Je l'ai recommandé à des amis qui se sont fait chier devant. Donc, je confirme. Est-ce que tu l'as vu de manière sobre? Oui, j'étais entièrement sobre. C'était même la seule d'entre nous à être sobre. Et j'étais la seule à rire, donc c'était très gênant. Mais je pense que ça peut plaire à un certain public. Donc, moi, je l'ai pas vu, mais j'aime pas. Ça commence bien. Un peu pareil, j'ai pas vu, mais je vois que c'est avec l'acteur principal, c'est Rob Schneider. Le mec, il a fait 300 milliards de films. Il y en a 2 qui sont médiocres, tout le reste, c'est des bouses. Donc j'ai du mal. Là, tu es en train de me dire, je vais regarder ça, mais même avec le pitch, là, je suis pas emballé. Non, mais reste comme ça, c'est très bien. Il y a une actrice, la blonde. Ah bah super, ça va nous aider, ça. Raquel McAdams. Oui, voilà, il y a Rachel. Et Anna Faris. Raquel McAdams se n'oublie jamais et tout. Oui, elle est dedans. Et Anna Faris, Scary Movie. C'était ses débuts, peut-être. Elle n'était pas très connue. C'était son brouillon, elle. Bon, on dirait que c'est à mon tour. Alors attends. Il faut que je prépare psychologiquement, parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche pour dire un avis, ça me choque. Donc... Alors malheureusement, je pense que ça va pas raccourcir notre podcast, ce que je vais dire là. Je suis venu pour redonner un peu de crédit à une trilogie en fait qui est un peu mal aimée, que moi j'aime bien. Et en plus, elle fait partie d'une saga. Et moi, je trouve que c'est la meilleure trilogie de la saga. C'est les nouveaux Star Wars, en fait. Je trouve que les 3 Star Wars de Disney sont les meilleurs. Non, mais attends, c'est du troll, là En fait, c'est discutable. C'est moitié du troll. Alors, je vais expliquer un peu mon rapport à Star Wars. J'ai découvert ça assez tard, parce que je suis pas un vieux comme Disney. Vous. Et en fait, la première trilogie...
Elle est sympa. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Elle est sympa. C'est sympa. Il y a des Wookiees qui dansent. Enfin, franchement, c'est chouette. Des Ewoks, putain. C'est même pas des C'est sympa, mais bon, ça va pas super bien vieilli, mais ça a un charme. La deuxième trilogie, j'arrive pas à rentrer dedans. À chaque fois, je commence par l'épisode 1, c'est chiant, j'arrive pas à rentrer dedans. Enfin, vraiment. Mais le 2, il t'aide pas. Hein, donc, ouais, enfin, je sais pas, j'ai du mal. Et est arrivée cette trilogie que moi j'ai franchement bien aimé, et les gens parce que alors faut savoir qu'il y a un truc très particulier avec les fans de Star Wars, c'est qu'ils aiment rien dans Star Wars. C'est-à-dire tu leur parles de la prélogie, ils aiment pas, tu leur parles des séries, ils aiment pas, tu leur parles de Disney, ils aiment pas, et puis les premiers films il y a des défauts, et puis en fait ils aiment rien. C'est quoi d'ailleurs cet accent que tu nous fais pour parler des gens? C'est un accent de Star Wars ou de Pecno. Et donc du coup moi j'aime bien la trilogie de Star Wars. Alors on parlera pas de Rogue One qui est encore au-dessus. Enfin, Rogue One, c'est très très bien. Je pense que tout le monde là pourra dire que Rogue One, c'est très, très bien. Alors, moi, je le mettrais dans les films où je me suis endormie devant. Oh là 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 là. Mais en tout cas, moi, j'aime bien cette trilogie et peut-être que j'irai pas jusqu'à dire que c'est mieux que les autres, mais j'irai jusqu'à dire que c'est mieux que les autres quand même. Voilà. Mais je sais pas quoi répondre. Non, moi je le rejoins un peu parce que moi qui ne suis pas fan de Star Wars et qui fréquente des gens qui sont il faut très, bien ça très pour aimer fans, la postologie, oui. J'ai trouvé que si vraiment je regarde juste la trilogie en tant que film, c'était des films divertissants. J'ai été étonnée. Il y a eu des passages sympas, il y avait des belles images, donc j'ai pas du tout passé un mauvais moment comme j'ai pu l'entendre sur les réseaux. Cependant, non, mais je trouve que oui, par exemple, moi je les mettrais. J'ai beaucoup de mal avec le 1, 2, 3 par exemple, donc du coup, je trouve que ceux-là sont peut-être meilleur, oui. Alors attends, voilà. Messieurs les fans qui dorment avec un sabre laser au-dessus du lit, la trilogie de Star Wars par rapport à la prélogie, c'est mieux, c'est moins bien? La postlogie, c'est compliqué quand même. Hein. En fait, c'est pas tant que c'est des mauvais films, c'est surtout que, en fait, si tu prends chacun, indépendamment des films, ils sont bien. Enfin, ils sont bien, ça passe. C'est quand tu les regroupes, quoi. C'est que, en fait, c'est la première fois où ils n'avaient pas de plan. Ça a vraiment été fait au film pour le film, et ça se voit. Et à aucun moment, ils ont essayé de rattraper le problème. C'est-à-dire qu'on a le 7 qui part sur le coup de la nostalgie, on a le 8 qui arrive, qui démolit tout ça, et qui dit, moi, je fais ma trilogie de mon côté. Et le 9, il fait, ah ouais, et moi, je démolis ton travail. Tu vois vraiment une bataille de réalisateurs qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça se voit beaucoup avec le casque de Kylo. C'est-à-dire qu'il a un casque dans le 7, dans le 8, il le détruit, et dans le 9, il le reconstruit. Ouais, mais je sais pas, moi je trouvais que. Ça m'a pas choqué. Ouais, je trouvais que, en fait, malgré les critiques qui peuvent dire que le scénario il est un peu bancal sur ces 3 films, je trouvais que ça suivait plutôt bien. On a quand même des scènes, des situations qui pour moi sont devenues un peu cultes quand même depuis. C'est beau, voilà, on sait faire des beaux films, maintenant on le sait aujourd'hui, mais mais il y a quand même des plans magnifiques. Mais c'est beau. Et moi en fait, je sais pas comment dire. Je suis toujours un peu passé à côté de Star Wars et je voyais la hype qu'il y avait autour et ça m'a créé une espèce d'image de Star Wars que j'ai retrouvée en fait dans ces films. Je trouvais que c'était assez fidèle à l'image que moi j'en avais. C'était grand spectacle, c'était exactement ce que j'imaginais et ça m'a plutôt plu, quoi. Et du coup, je trouve que c'est un peu facile de tout le temps dégommer ces films parce que c'est un peu toujours la même chose. Quand tu arrives dans une saga et qui est aussi culte que celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Harry Potter est bien mieux, ouais, franchement. mais quand tu arrives dans un endroit aussi culte, oui, forcément que tu vas te ramasser. Et donc, je trouve que ça a été beaucoup critiqué, alors que c'est ce que c'est faire Disney, évidemment, mais je trouve ça vraiment correct, quoi, franchement. Écoute, pour une fois, je suis assez d'accord avec Matt, bizarrement. Moi, je comprends ce qu'il veut dire, mais bon, par principe, je suis contre. Moi, je suis fan, mais je suis pas gros fan hardcore. Et franchement, je les aime quasiment tous. Les 1, 2, 3 sont en dessous, mais même ça, j'arrive à les regarder. Et je suis pas là à chier dessus complètement. Donc, non, franchement, Star Wars, ça passe. J'avais bon souvenir du 7 parce que quand il est sorti par Disney, je dis, oulala, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai bien aimé parce que justement, ils avaient fait, ok, on va vous refaire exactement ce que vous aimez, comme tu disais, Norbert. Et c'est vraiment nostalgie. C'est nostalgie. Mais ils l'ont fait avec juste le petit point où j'avais peur qu'ils remplacent chaque personnage par un autre. Et au final, l'héroïne principale était à elle seule tous les personnages. Elle conduisait le vaisseau, c'était la Jedi, c'était la meuf, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai bien aimé, ok, donc maintenant, on est prêt à ce que vous cassiez les codes au prochain. C'est ce qu'ils ont fait, avec plus ou moins de succès, mais ça se tient. Enfin, je garde
ma colère pour d'autres cas. Ah, voilà, je pense qu'on peut dire que Norbert a perdu. Superbe. Je dis bravo à ça. Eh bien, je crois que c'est le moment de passer au jeu qui a été préparé par César aujourd'hui. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors, les amis, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit jeu que j'ai envie de nommer Century 21 Fox. Comme ça pourrait laisser le penser, nous allons jouer à des annonces immobilières pour retrouver des films. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais je pense que vous allez en préchoter beaucoup. On va commencer par du simple. Déjà, j'aime. J'aime déjà le principe. Alors, petite annonce. Dans Région reculée, petit hôtel charmant. Vous apprécierez Shining. les espaces. En fait, rapide. j'ai un peu attendu parce que je me suis dit, non, c'est voilà. peut-être pas aussi simple que ça. Tu peux finir, vas-y, vu que t'as écrit quand même. La hauteur sous les plafonds, les nombreuses chambres, la salle de réception pour bal, ainsi que l'immense labyrinthe en haies taillées dans le jardin pour Ouais, jouer ouais. à des jeux Là, on l'aurait en fait. famille. Attention, hiver très rigoureux, bonne santé mentale indispensable pour éviter tout débordement. Alors ensuite, un grand manoir du New Jersey. On va être beaucoup aux États-Unis, désolé. Ghostbusters. Appartenant à la même famille depuis plusieurs générations, style d'époque, à part les Conjuring. sous-sols plus modernes qui ont été réhabités par le dernier propriétaire pour en faire un espace Batman. tamisé. Oui. Pour en faire un espace tamisé dernier cri pour y entreposer ses costumes et véhicules, majordome disponible, rivière souterraine, cascade masquant une entrée annexe au garage, possible présence de nuisibles nocturnes. Franchement bien écrit, bravo. Ouais, Ouais. c'est canon. Ouais, j'achète. Ouais, pareil. On n'a pas eu d'offre. Oui, je Il y veux a bien pas le les prix prix, quand hein. même, Pas les s'il prix. vous Non, plaît. non, non. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont intéressés. Pas sérieux, s'abstenir. C'est sur dossier. Donc, je vous propose une petite maison atypique, intégrée dans une merveilleuse zone rurale à flanc de colline, style troglodyte, toit végétalisé, fenêtres et portes rondes, matériaux rustiques. Les Hobbits. Ah, le Seigneur des Anneaux. ouais. Le Hobbit, tout ça. Coquette petite habitation semi-enterrée qui sera ravir une famille complète, à condition de Il est ne vraiment pas dépasser bien ce jeu parce que je 1m30. suis nul. Alors là, on va commencer à devenir un peu plus compliqué. Là, c'est une annonce Airbnb. Location. Madame Lancaster vous accueille au Cherry Tree Inn, grande bâtisse bourgeoise réhabilitée en chambre d'hôte. Petit souci avec l'eau chaude récemment, mais compensé par la chaleur de l'accueil de la maîtresse de maison. Petit déjeuner dans la salle commune du rez-de-chaussée, mais possibilité d'emporter le grille-pain dans sa chambre. Accès à une salle équipée d'un téléviseur pour regarder Jeopardy. Radio réveil inclus dans chaque chambre. Qu'est-ce que c'est? Non loin du centre de Puxatony. Ah, c'est l'endroit l'histoire sans fin. idéal. Non, enfin, c'est le jour de la marmotte, là, Ah, le jour putain, sans fin. bien C'est joué. l'endroit idéal pour participer aux festivités de la bourgade lors de la fête de la marmotte. Ah, un jour sans bien fin joué. avec Bill Murray. Bah, tu vois, t'en as un. Ah là, tu vois, dès Peut-être que c'est un le peu plus seul. complexe. Elle était dure. Moi, j'étais là, genre, j'étais complètement ailleurs. Genre, Last Night Mais in en fait, Soho, le grille-pain, j'ai fait oui, il y a une scène, mais après, j'ai fait il y en a beaucoup de films où il y a Ah, une je suis scène. obligé de avec un rester grille-pain. qu'avec les scènes qui se passent dans cette maison. Mmh. tout ça. D'ailleurs, on aura un épisode spécial film où on voit des grippins, je crois. Ensuite, j'ai à vous proposer un petit appartement au design futuriste et très minimaliste, exceptionnellement fonctionnel. Dans un grand ensemble de logements, studio complet, tout équipé, interphone mural avec caméra de sécurité à la porte d'entrée, distributeur de courrier, distributeur de cigarettes, Un retour vers le futur? Non. ouverture sur Ah l'extérieur pour d'éventuelles livraisons ou restaurations à domicile. Tron. Vous apprécierez le Déjà, c'est pas Tron. Oui, pardon. Ouais. Excusez-moi. C'est des procès bien le défi. Mégatron, la suite? Non, c'est pas un transformer. Vous apprécierez le gain de place avec le lit automatiquement encastrable, rangement varié, système de nettoyage automatisé pour la douche. Place de Ah, garage. le cinquième élément. Le cinquième Le élément. cinquième élément, merci. Mais en Voilà. fait, tu m'as perdu avec appartement spacieux. Mais oui. Non, j'ai pas dit spacieux, design futuriste et minimaliste très fonctionnel. Ok, d'accord, bah voilà. Détenu par un propriétaire, une Moi mythe en aussi, je pullover. voyais la même Ouais, chose. c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu parler de la mythe en pullover. Si vous êtes prêts, on continue encore. Avec Ah plaisir. bah oui. Une petite location en centre-ville, une grande bâtisse de la fin du 18e, style géorgien. 132 pièces, 16 chambres, 35 salles de bain, cours de tennis, bowling, cinéma, green de golf, piscine, salon de réception. Grand Budapest bureau. Hotel? De nombreuses modifications au cours des dernières années suite à 2 incendies, présence de tunnels et passages secrets, sécurité absolue avec service de protection complète jusqu'à une défense antimissile sur le toit. James Bond? Oui. Location au 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, uniquement par bail de 4 ans, renouvelable une seule fois. Bah, c'est Ghostbusters. Mais non, c'est le truc de la Maison Blanche, ça. C'est La voilà. Maison Blanche. Ah, pff, d'accord. C'était une déception de la Maison Blanche, donc du coup, après, la chute de la Maison Blanche, Ah. Olympus Has Fallen, enfin, On tous ces grands coupera films.
Non, on va retraverser un peu l'Atlantique parce que là, je vous sentais un petit peu perdu aux US. Je vous propose dans la campagne écossaise un château millénaire, bord de lac, avec terrain attenant. Transformers 5. Harry Potter. Harry Potter. Ah bah ouais. Merde, putain, je l'ai loupé. j'hésitais. J'étais persuadé que campagne écossaise t'allais la voir. Pas après, il y avait sur 7 étages. Les chambres sont essentiellement réparties en 4 dortoirs, grande salle de réception, Putain, parfaite pour les soirées dégoûté. mondaines, bibliothèque, serre, salle secrète, aucun vis-à-vis et intimité. Je vous ai parlé d'Harry Potter, enfin que je vous parle d'Harry Potter. Un jour. Oui, je pense qu'on peut faire un épisode dessus. Non, on a décidé de parler plutôt des bons films ici, donc on va. Ouais, et t'as pas tort. Je le Je vais rejoindrai. l'étrangler. On retourne dans le New Jersey, juché sur une splendide colline brumeuse. Cette magnifique bâtisse bourgeoise du 19e, de plus de 340 mètres carrés, on est précis, vous charmera à coup sûr. Plusieurs chambres, grande salle de réception, coffre-fort en sous-sol, sécurisé par de multiples pièges qui sauront protéger vos biens les plus chers. Décoration funeste, de grand goût, La famille serre Adams. pour plantes carnivores. Très bien, Ah, ouais. Yes. Le soir, pour vos balades romantiques nocturnes, vous trouverez le charmant petit cimetière familial juste à côté de la maison. Il est à noter que Booking.com, et ça c'est véridique, l'a recréé à l'identique dans un quartier de Brooklyn. Donc si vous voulez passer une petite nuit sympa, Avec plaisir. Ils ont fait pareil avec la maison de Barbie. Je crois que c'était à Los Angeles. Ils en ont fait un Airbnb, ouais. Oui. Et ils ont fait toute la maison est rose, tout est rose. Et Shrek aussi récemment sur Non. Airbnb, ils ont Ah, je veux y refait aller, le par marais. contre. Ah, je veux le marais. Airbnb. Pourquoi je rigole? T'en as d'autres? J'en ai encore 2 si vous voulez. Bon, Bah, allons-y, allez, ouais. allons-y. Allez. Sur les hauteurs de Malibu, vent vileux. Voilà. Barbie. Sur les hauteurs de Malibu, vent villa luxueuse, baie vitrée panoramique sur la baie du Pacifique, dernier cri en termes de domotique, immense garage. Ah, pour Iron plusieurs Man. véhicules, plusieurs ateliers. Bien joué. C'est parfait pour. Je suis pour le très collage. mauvais à ce jeu. Allez, une dernière, ça peut être du rapidité aussi. Attention. À la recherche d'un cadre bucolique et champêtre pour vos prochaines vacances, où vous souhaitez vous reconnecter avec la nature, nous vous proposons ce petit abri en pleine cambrousse canadienne. Conception minimaliste afin d'être plus en adéquation avec l'environnement entourant. L'abri a été aménagé à partir d'un bus des années 40. Into the Wild. Into the Ah, wild. putain, Yes. bien sûr, bien sûr. Jardin sauvage vegan, plantes, champignons tout autour de la propriété. Oui, alors faut préciser que tous les champignons sont Ne peut-être sont pas pas comestibles. Capacité de survie en milieu hostile, bienvenue. Bah merci. Et le voisin C'était, est un ours. Oui, il était cool. C'était super top, bravo. Ouais, Bravo, très bravo. chouette. Bon, bah maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à notre dernière rubrique. C'est les questions de vous, les auditeurs. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Je peux vous poser une question, même si ça fait 30 fois? Si ça fait 30 fois que je réponds, je vois pas bien l'intérêt. Alors, je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous suivre sur Instagram @CBB Podcast, CBB-8 podcast pour nous poser vos questions. Et on en a un certain nombre aujourd'hui. Donc, du coup, déjà, on nous avait parlé de Star Wars et notre avis sur un peu notre épisode préféré, mais je pense qu'on en a déjà un peu parlé. Oui, ça va. Ça, je pense que. L'épisode préféré, c'est bon. c'est le 5. Voilà. On nous demande par exemple quel film réunit tout ce qu'on aime dans le cinéma. Et il a l'air tellement perdu que je propose de commencer par César. Ouais. Non, ouais, c'est une question un peu compliquée parce que moi, j'ai les films que j'adore, bien sûr. Je vais dire là, c'est Mulholland Drive. Moi, c'est ça qui m'a le plus bouleversé, qui m'a rendu accro au cinéma. Mais il n'y a pas tout dedans, il n'y a pas tout ce que j'aime. J'aime aussi le divertissement, j'aime aussi les trucs un petit peu rocambolesques. Là, on est le cinéma est multiple, c'est ça qui est génial, c'est comme avec les livres. Tu peux aimer des romans, tu peux aimer des autobiographies, tu peux aimer de la fiction, etc. Le cinéma est multiple, ça dépend des personnes, ça dépend des... Donc, j'ai pas un film qui a absolument tout ce que j'aime au cinéma, c'est pas possible. Peut-être un film qui t'a parlé à un certain moment, quoi, plutôt, parce que c'est vrai que on peut, oui, comme tu dis, on peut aimer de la comédie à un certain moment et tout. Donc du coup, ouais, Mulholland Drive. Mulholland Drive, c'est celui qui m'a scotché. Il a réussi à me faire fermer la gueule pendant 2 heures, ce que on sait ce qu'on doit faire. Bon courage les gars. Norbert ? Moi, je dirais Serenity, un film de Josh Whedon qu'il a fait après la série Firefly. Il y a vraiment tout ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est un film de science-fiction avec une équipe, c'est un peu le body movies, quoi. Donc c'est un groupe de potes, un peu comme il aime bien faire, hein, parce qu'il a fait ça dans Buffy contre les vampires aussi. Ouais, film de science-fiction avec des potes, où en plus il y a des zombies dedans, enfin il y a une forme de zombie. Et en plus, et puis il y a vraiment des séquences que j'aime bien, c'est-à-dire que quand il y a des séquences de tapes, c'est des tapes, mais où on sort 2-3 vannes entre 2-3 coups, où les mecs se cassent la gueule. Le héros principal, c'est pas un héros réganien, tu vois, avec des gros muscles et tout. Au contraire, c'est un mec qui se fait un peu défoncer la gueule pendant tout le film, mais il arrive à faire ce qu'il a envie de faire. Donc non, ce serait le film que je dirais pour ce truc-là. Très bien. Aliette ?
Bah moi je vais rester dans mes classiques. Harry Potter. Ah certainement pas, non, les dinosaures. Les dinosaures. Moi je me souviens, celui qui m'a le plus marqué, que je peux regarder en boucle et toujours maintenant, c'est Jurassic Park le premier, parce qu'il y a du divertissement, il y a des scènes qui font peur, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a un petit côté enquête. Il y a plein de personnages variés. Et surtout, des dinosaures. Oui, alors oui, bien sûr. Et Jeff Goldblum torse nu. Au-delà de ça, alors vraiment, à l'époque, c'était pas ce qui m'intéressait. Elle l'a vu à 7 ans. Mais cependant, en fait, moi, j'aimais déjà bien les dinosaures en général, mais le fait qu'on puisse en voir et qu'à l'époque, on avait vraiment l'impression que c'était réel, je trouvais ça incroyable. Et rien que pour la prouesse technique des animatroniques et du lieu où ils ont filmé, et je crois qu'il y a eu des catastrophes sur le tournage entre les typhons, les machins, les trucs. Il y a eu une tempête qui est passée, mais d'ailleurs qu'ils ont filmé, et d'ailleurs la tempête elle est présente dans le film aussi. Ils s'en sont servis. Et au-delà de ça, j'ai lu les bouquins et je trouve que c'est une excellente adaptation, et parfois c'est ce que j'attendrais en fait d'un film qui est une adaptation, et c'est pour ça que moi en plus il rejoint mes deux passions, la lecture et le cinéma. Donc du coup je trouve que c'est celui qui remplit, en tout cas par rapport à la question, le plus de cases. Très bien. Bah c'est embêtant parce que je vais pas pouvoir passer à côté. Je suis obligé de rejoindre. Je peux pas ne pas parler de Jurassic Park. Moi, c'est évidemment le même film. Enfin, je veux dire, il y a aucun film qui m'a autant marqué, qui m'a autant suivi que celui-ci. Désolé, je veux pas répéter, mais c'est vrai que je sais même pas comment le décrire. Ce film, ouais, il a vraiment beaucoup. Qui parle de sa copine. Oh là là. Non, mais il a vraiment beaucoup fonctionné sur moi, ce film. C'est du grand spectacle qui arrive à faire justement. Avec peu, il arrive à faire beaucoup, juste de la suggestion, il y a de l'aventure. Enfin, je vais pas répéter, mais je peux pas passer à côté de ce film, c'est pas possible. C'est un chef-d'œuvre. Je vous propose d'enchaîner sur une autre question. Ça va être un peu pareil, mais quel est votre film d'horreur préféré ? Alors attention, qu'est-ce qu'on entend par horreur ? Je vais commencer. Qu'est-ce qu'on entend par horreur ? Là où il y a de l'horreur. Non, mais ouais, mais je vais commencer parce que c'est pas l'un des films ces dernières années qui m'aura peut-être le plus marqué, c'est Midsommar. J'adore ce film, je trouve ça génial. Non, mais j'ai pas besoin en fait. J'ai vu le précédent et c'est bon. J'ai trouvé ça génial. Enfin, en tout point, l'ambiance, les décors, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. Et je pense que c'est un des films qui m'a le plus marqué ces dernières années, en tout cas, dans ce style-là. Et t'as réussi à dormir après, du coup ? Mais oui, parce qu'en fait, je trouve que c'est... Comment dire ? Il y a plusieurs façons de faire des films d'horreur. Il y a le côté vraiment très jumpscare, on veut vous faire peur, on veut faire peur. Là, c'est plus dans l'ambiance, c'est plus dans le nauséabond. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas énormément de scènes qui font peur, en fait, mais tout est dans le ressenti, c'est super bien réalisé. Voilà, le studio nous a quand même habitués à... C'est Ari Aster qui avait fait avant Hérédité. Qui était pareil, c'est pas de l'horreur, mais c'est beaucoup de glauque, et c'est beaucoup de moments où tu dis c'est gênant là, tu vois. Mais c'est suffisamment bien dosé au début du film pour que tu dises c'est gênant, mais c'est pas assez gênant. Et quand il se passe quelque chose, il y a un impact. Je trouve pas que le mot adéquat soit gênant. Gênant, c'est encore beaucoup trop gentil par rapport à ce que tu décris. C'est dérangeant. C'est ça, c'est dérangeant. Mais même encore. Vraiment, je pense que nauséabond, c'est le mot le plus adéquat. En fait, le moi, film, je suis très sensible au cringe et au malaise. Je ne supporte pas. Je grince des dents et j'ai besoin de partir. C'est physique. Et je me souviens que j'ai regardé à peu près tout le film avec les mains sur les yeux en me disant pourquoi je m'inflige ça. Et je suis d'accord. Je peux comprendre. Il m'a marqué, mais pas du tout dans le bon sens, tu vois. Moi, j'ai fait des cauchemars pendant des semaines et mon premier réflexe, c'est de me dire que je ne veux plus jamais voir ce film. Je comprends. Mais je crois que le but, du coup, est atteint. Ok, bravo, il a fonctionné. Sinon, moi, j'aurais deux réponses. J'aurais pour le côté un peu, tu sais, les films d'horreur un peu, je dirais un peu chaud, un peu film d'horreur, mais d'action. Moi, je dirais plutôt le Dernier Train pour Busan. Ah oui, c'est très bien ça. J'ai vu il y a quelques années, et vraiment, celui-là, je l'ai revu beaucoup de fois. Je suis toujours attaché à ce truc-là. Et je trouve qu'en plus, c'est le film d'horreur qui dit quand même des choses sur la population, qui parle des gens qui n'arrêtent pas de cracher sur tout le monde et qui ont une haine des autres, qui se retrouvent un peu dans les zombies. Et pour le film d'ambiance, je l'ai plus là, c'est It Follows, qui est un film que j'ai vu il y a quelques années. Et pareil, c'est vraiment les films d'horreur à ambiance que j'aime bien, où il y a une horreur, une tension palpable pendant tout le film. Et quand ça arrive, on est vraiment au bord de la crise de nerfs.
Mais ouais, ce serait plutôt ces deux films-là que je retiendrais. Ok. Ouais, compliqué, je n'ai pas. Toi, t'es pas très film d'horreur, toi. Un petit peu, mais pas tant que ça. Je préfère celui vraiment l'horreur psychologique. Je trouve que la puissance du cerveau est beaucoup plus forte que celle de tes yeux. Et, genre l'échelle de Jacob. Et genre, tu vois, moi j'ai un très très bon souvenir du projet Blair Witch, parce que j'étais allé voir en salle sans savoir ce que j'allais regarder. Ah ouais. J'ai pris une baffe. Ah bah tu m'étonnes. Surtout qu'à l'époque il y avait tout un truc. ordre. Est-ce que c'est vraiment des images Moi, retrouvées? J'étais pas au courant. C'était un build-up de J'ai fou. même pas rien suivi du système de Lost-Cap qui a été repris depuis, et ça il m'avait bien apprécié. Et c'est vrai que j'ai souvent plus tendance à apprécier l'horreur qui arrive à te maintenir sans rien te montrer, juste dans la suggestion. Je trouve que là c'est là où c'est le plus efficace. Où tu fais que supposer et en fait t'as jamais de preuves. En gros. Un peu à l'inverse des tout premiers films de Peter Jackson, les Brain Dead et Bad Test, que j'adore, avec 50 litres d'hémoglobine à chaque plan. Ouais, ou Evil Dead. Mais bon, après, j'ai du mal à le mettre dans la catégorie horreur, parce qu'on est vraiment. C'est satire, c'est comédie. On peut avoir de l'horreur comédie. Hein, oui. Voilà. Evil Dead, je trouve que surtout le deuxième, qui est limite presque un reboot du premier. Le 3, c'est plus. Oh, tu parles de comédie. En comédie, moi je je trouve que Evil Dead 2, c'est autant de l'horreur que de la comédie. Après, le 3 c'est plus de la prend comédie plus le pas sur la comédie. Ouais, mais faut pas que ça parte sur du scary movie, quoi. Ouais, par exemple, Happy Birthday, tu vois, Happy Birthday, c'était une comédie d'horreur. Oui, mais c'est encore différent. Je le mettrais même pas dans l'horreur, tu vois. Je le mettrais plus dans. Il y a un petit côté thriller, il y a un petit côté. Je le mettrais pas dans l'horreur. Mais comme quoi, on peut mélanger les genres. Par exemple, moi, un film d'horreur qui m'a marqué aussi, parce que je le considère un peu comme un film d'horreur, c'est Gremlins. Je trouve que c'est un film d'horreur pour enfants. Ah, c'est ça, et en fait, je trouvais que ça marchait super bien, parce que je l'ai vu aussi à un âge où, du coup, j'étais la cible. Et je trouve que, du coup, mélanger film pour enfants, parce qu'il se passe des trucs horribles. Je me souviens, il y a un moment... Le Gremlins dans le micro-ondes. Le Gremlins ou dans le sapin, ou juste la fille qui t'explique oui, mon père, en fait, il a voulu nous faire une surprise, il est passé par la cheminée, mais sauf qu'il s'est pété la gueule, donc du coup, il est mort dans la cheminée, il a attendu pendant... Enfin, c'est plutôt comme une blague, ça. Oui, c'est une blague, mais c'est vrai que... C'est horrible, mais c'est une blague. Il faut être suffisamment adulte pour comprendre la blague. Et puis ne serait-ce que la scène de fin de Gremlins, avec la mort du mince, je sais plus... On dit un Mogwai, non? On dit un Mogwai. Un Gremlins? Un Gremlins, oui, c'est pas un Mogwai. Le Mogwai, c'est les gentils. Du coup, le Gremlins qui meurt dans la fontaine, là, avec. Ah, elle est horrible, cette scène. Et du coup, c'est un film d'horreur pour enfants qui est. Et le 2, qu'est-ce que j'ai surkiffé ce film aussi. Beaucoup plus comédie encore. Mais j'ai jamais fini le premier, j'avais trop peur. Les films d'horreur pour enfants, on a eu Gremlins, on a eu Jumanji. Et un peu aussi dans oui, avec les araignées. Ah oui, il y a quand même des scènes qui faisaient flipper. Ouais, du thriller, mais oui, mais ça, à ce moment-là. C'est pas du thriller. Tu prends Willow, le film pour enfants, mais t'as des dragons, t'as des orgues. Non, mais c'est pas un film d'horreur. Revois-le, le dragon, il faut vraiment pas peur à la fin. Ça vieillit un petit peu. Le nain non plus, d'ailleurs. Pas dans l'horreur, c'est clair. Non, moi, pareil, mon cœur balance entre deux films, parce que pour moi, le plus emblématique et classique, c'est Scream, que j'ai vu extrêmement tardivement parce qu'on m'a dit plein de fois que j'étais beaucoup trop jeune pour regarder ce film. Alors qu'en fait... Oui, arrivé à 35 ans, c'est bon. Je trouve... Alors, ne me donne pas trop d'âge non plus. Mais non, en fait, c'est un bon recul parce que finalement, je l'ai vu assez adulte et assez mature pour comprendre les enjeux, l'humour et les aboutissants. Et j'ai trouvé que c'est un film que j'ai envie régulièrement de revoir, qui me plaît bien et qui m'a vraiment fait peur quand je l'ai regardé. Mais maintenant, bon... Une fois que tu as compris le principe, ça va mieux. Mais j'ai trouvé que c'était un bel exemple de cinéma et qui m'a vraiment marqué. Mais celui vraiment, par contre, que je tiens dans mon cœur, mais qui me fait hurler parce que je suis une vraie flippette, si vous n'avez pas compris, c'était le premier Conjuring. Le premier Conjuring. C'était très bien, ça. C'était si bien. Ouais. Il est incroyable de performance, de te prendre par la main par toutes les peurs que tu peux avoir. Et moi qui ai beaucoup déménagé et qui était souvent dans des grandes maisons, le simple fait d'avoir un coin d'ombre dans un coin et qu'on joue avec ça et que ça titille ton cerveau pendant tout le film, pareil, j'en ai pas dormi pendant plusieurs jours, mais dans le bon sens, pas comme Midsommar où vraiment j'étais genre... Comment ça, t'as pas dormi dans le bon sens Non, mais dans le sens horizontal, c'est pas un très bon sens pour dormir. Mais... Dans le sens où j'étais stressée, j'avais encore une sorte de peur latente, mais une peur qui est couplée avec une forme d'excitation de... J'ai peur, mais c'était trop bien. Ça m'a fait peur dans le bon sens parce que ça m'a surprise et ça m'a emmené là où je pensais pas aller. Moi, j'ai pas vu Midsommar, j'ai vu Hérédité, pardon. Et Hérédité, en fait, voilà, mon problème, c'était que c'était de la peur couplée à du cringe, couplée à plein de trucs
horribles qui font que en fait j'avais peur de dormir la nuit parce que j'avais peur que ça m'arrive dans ma maison, quoi. En plus, alors que Hérédité, l'autre non. Hérédité, je me rappelle qu'il y a un moment où on se demandait quand le film d'horreur allait commencer. On s'est dit, mais là, c'est juste un film de deuil, tu vois, avec un petit côté glauque. Quand est-ce que la peur commence? Ouais, t'es même au-delà du glauque en permanence. En fait, ça suinte le dégueu, quoi. Donc voilà. Très bien. Je vous propose une dernière petite question parce qu'elle va nous permettre d'aborder un sujet assez intéressant. On nous a demandé est-ce que le cinéma, c'est pas devenu une activité de luxe au vu de la hausse des prix? Parce que c'est vrai que dernièrement, ça coûte quand même très cher. Une place de cinéma, maintenant, on est à 12 balles, je pense, dans les gros pour les multiplex. Dans les gros multiplex, évidemment. Et je trouve que ça interroge un peu sur la façon qu'on a de consommer les films parce que on va dire qu'aujourd'hui, on a des plateformes comme Netflix, Disney+, qui vous proposent un catalogue énorme pour des offres qui commencent à 6 €, ce genre de choses, qui proposent un torrent de films, mais même pas, ils appellent ça du contenu maintenant. Et en fait, moi, c'est là où je me pose la question. Je me dis, le cinéma, c'est cher. Est-ce que c'est pas plutôt ces plateformes-là qui sont pas assez chères enfin, je trouve qu'on a perdu un petit peu ce truc de aller voir un film et maintenant on est devant un catalogue et s'il y a un film qui nous plaît pas, on en choisit l'un ou l'autre et tout. Et donc du coup, on a perdu ce truc du film. Ça fait vieux con de dire ça, mais quand on mettait un DVD, on mettait le film, quoi. Là, on est devant, pour 6 € une avalanche de contenu. Souvent, on a Netflix, Disney+, Prime, machin, on se retrouve avec quelque chose d'énorme. Donc forcément, le cinéma, ça va nous paraître très très cher quand on va se dire, bah attendez, ça c'est 2-3 mois de mon abonnement Netflix, je vais pas aller voir un film pour ce prix-là, quoi. Oui, alors moi, je trouve que ça fait partie d'une question plus globale, parce que si on commence à dire que le cinéma est cher, avec l'inflation, il y a beaucoup de trucs qui sont retrouvés chers. Déjà l'alimentation, hein, on n'a jamais eu aussi de gens qui se sont retrouvés au Resto du Cœur ou dans les banques d'alimentation pour juste avoir à manger. Mais sinon, je trouve pas que le cinéma soit cher en soi. En tout cas, si on le compare à d'autres pays, on est l'un des pays, je crois même le pays d'Europe où la place de ciné, en moyenne, si on le compare avec tous les cinémas de France, coûte le moins cher, parce que je crois que la place en moyenne en France, elle est à 6-7 €, un truc comme ça. Et je veux dire, si le cinéma coûte cher, pour les multiplex, il y a des cartes d'abonnement, je crois à 20 € pour les chômeurs ou les étudiants. Je crois que pour les autres, c'est 25 ou 28 €, mais pour une place qui coûte 12 €, en l'espace de 2 tickets par mois, un peu plus de 2 tickets, t'as remboursé. Oui, mais là, tu parles d'un cas où tu vas seul au cinéma. Il faut aussi penser, tu vois, que t'as des gens qui vont là-bas en famille, tu payes 4 places direct, c'est un budget, quoi. Ah non, mais ça a toujours été un budget, je veux dire, pour les familles qui vont voir un film. Effectivement, il y a le déplacement, il y a la place de cinéma, il y a la popcorn, il y a les places de parking. C'est une sortie comme une autre, c'est comme aller au musée, j'ai l'impression que les gens ont perdu ce sens de la sortie familiale. Pour moi, c'est comme aller au resto. Pour moi, c'est sûr que quand tu compares au catalogue que tu as à la maison où tu as juste à appuyer sur un bouton et à lancer un truc, sachant que les 3/4 du temps, quand tu essayes de lancer quelque chose, personne n'est d'accord, donc finalement, on ne regarde pas. Mais je pense qu'il faut le reprendre en considération comme un événement, une sortie. Et quand tu sors, bah, tu mets le prix. Oui, je suis d'accord, mais on ne peut pas nier que le prix a augmenté. De toute façon. Mais tout a augmenté, c'est pour ça que oui, mais bien sûr que tout a augmenté. Ça parle d'un sujet plus global. Je pense pas que le cinéma, c'est devenu un truc de luxe en soi, en tout cas. Moi qui paye mes places de cinéma depuis 24 ans, j'ai vu, il y a une augmentation. Et j'ai souvenir, moi, la première fois, j'ai encore un souvenir quand j'ai payé plus de 10 balles ma première place. Oui, ça fait mal. Mais ça a toujours été le cas. Je rejoins pas mal Aliette. Et oui, ça a toujours coûté de l'argent, notamment quand tu es en famille. Après, tu as toujours des astuces, tu as des cartes, tu as beaucoup de boîtes qui ont des CE qui et puis sinon, tu vas au ciné de quartier. Hein. Nous, je regarde. Et je dirais que ça devient. C'est 6 €, nous. C'est plus du luxe parce que, comme je dis, à cause de ces Netflix, tout ça qui arrive, on a plus ce côté voir un film en avant. Oui, mais voilà, c'est exactement mon argument. Donc pour moi, oui, ça coûte cher, mais pas plus cher que le reste de moi, je trouve que ça désacralise le film, en fait. On a désacralisé un petit peu. Ouais. On a et puis on en parlait même nous-mêmes. Même moi qui adore le cinéma, j'étais très fan de ça. Au bout d'un moment, après plusieurs années, tu commences des fois à avoir marre parce que le cinéma ne sont pas toujours tous bien réglés. C'est pas toujours très propre. Il peut y avoir des gens qui parlent ou trucs comme ça. Ça peut être un peu dérangeant. Oui. Suivant les films. C'est souvent mieux réglé que chez toi. C'est souvent mieux réglé que chez moi. Après, chez moi, j'ai une petite install aussi. Voilà, j'allais dire, aujourd'hui, à des prix relativement abordables, et si tu t'y connais un peu, tu peux quand même te faire une giga installation chez toi. Oui, donc, bien sûr, mais en comparatif. Mais en fait, je trouve qu'il y a quand même ce truc d'aller voir un film. En fait, il y a encore ce truc de je me mets en pause pour regarder un film. Quand t'es chez toi, tu vas sortir ton téléphone. Bon, il y en a qui le font au cinéma. Non. Mais non, mais ça chez moi. Hein. Non, je pense que il y a aussi des mauvaises habitudes et au-delà de ça, je pense qu'aussi.
moi, c'est très personnel, c'est qu'il y a une déception. J'ai vu un certain nombre de films. J'en regardais beaucoup à une certaine période. Je me déplaçais au cinéma. Et en fait, tu sais, tu sors et tu fais le film était pas ouf. Deuxième, le film était vraiment pas ouf. Tu parles du cinéma ? Ouais. Et en fait, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, le cinéma, c'est pas pour moi, c'est pas mon format, en fait. Moi, je suis peut-être plus série. Et en fait, il y a eu une forme de désintérêt et je peux comprendre que je sois peut-être pas la seule, que je m'y retrouve plus finalement dans ce qu'on nous propose actuellement au cinéma. Après, c'est quand même assez large ce qu'on nous présente au cinéma. Il y a toujours moyen d'avoir quelque chose qui te plaît. Mais en fait, le souci, c'est que quand tu es, par exemple, une famille de 4 ou de 5, tu peux pas te permettre d'aller voir un film qui est pas bien, entre guillemets. Oui, mais en fait, alors qu'à la maison, tu changes. Alors que là, aller payer 60 balles ta sortie. Mais quand tu es une famille de 4, tu vas la payer pour aller voir au musée, pour aller au restaurant. Tu vas souvent payer. Oui, en fait, oui, non, mais d'accord, mais sauf que là, moi, je peux comprendre d'un côté les gens qui chez eux se disent au moins là on peut changer parce que tu vas payer ta place de cinéma, tu vois un truc qui est naze, voilà. Et en même temps, ça fait partie du jeu. Tu vas au resto, tu prends un repas, c'est dégueulasse, t'as pas choisi, mais t'as payé quand même. Mais après, ça fait chier. Maintenant, comme on disait, chez nous, on peut avoir des bonnes installations. Là où il y a 30 ans, tu voulais voir, même d'aller voir des fois une comédie assez simple qui tirée de théâtre, je suis très fan de ce genre de film, mais le fait de le voir au cinéma, à part de partager le rire avec les autres, il n'y a pas grand avantage. Aller voir un Gravity au cinéma, mais bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi, moi je choisis mes films. Maintenant, on peut choisir les films. Là où 30 ans, tu voulais voir le film, tu allais au cinéma, basta. Et peu importe. Aujourd'hui, du coup, l'offre qui passe au cinéma, je disais, pour beaucoup de films, l'avantage de le voir en cinéma, à moins que ce soit ton kiff, est très léger. Parce que chez toi, il faut juste attendre un petit peu. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, je vais au cinéma pour voir un spectacle. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis assez fan de... Je trouve que le cinéma essaie de nous attirer aujourd'hui avec plein de technologies, plus ou moins... voilà. Moi, je suis très fan de la technologie IMAX. Et quand je vais... j'aime bien aller au cinéma pour ça, pour certains films. Pour, par exemple, les 3 derniers Star Wars qui étaient les meilleurs de la franchise qui ait jamais été fait. et du coup, je vais voir un spectacle, quoi. Je vais voir... et donc ça, je sais que je le retrouverai jamais chez moi. Mais c'est vrai que oui, la petite comédie, évidemment, tu gagnes à la voir chez toi, bien sûr. T'économises le déplacement, t'économises peut-être, je sais pas, le resto, les enfants qui gueulent et qui jettent le popcorn par terre. Mais là, c'est l'avantage aussi de refaire confiance au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a les multiplex qui ont essayé de casser un peu les prix, éviter que ça monte trop, tout ça, à proposer des catalogues de fous. T'arrives maintenant, t'as 10 films qui sortent par semaine, tu sais pas trop quoi regarder. Là où t'as beaucoup de petits cinémas, que ce soit à Paris, le Max Linder, les CNP, qui sont aussi un peu partout en France, tu sais que normalement, eux, ils ont que 2 ou 3 films à l'affiche. Normalement, ceux-là... Voilà, tu sais très rapidement les cinémas qui vont dans ton style. Donc moi, j'encourage aussi les gens à aller plutôt au cinéma dans ces petites salles parce que là, vous êtes sûr de la qualité des films qui sont montrés et au moins la qualité aussi du public qui sont les purs aficionados. Oui, ou ciblés. Par exemple, moi je viens de découvrir que, je suis très en retard, mais que certains cinémas repassaient de grands classiques. Moi, ça m'a vachement motivée alors que justement, j'avais vachement perdu cet entrain pour le cinéma. Je me suis vraiment dit, mais ça, j'étais trop petite pour le voir, j'ai pas pu le vivre. J'ai envie de le vivre une fois adulte, aller voir tel film ou tel film, c'est un classique. Carrément, et il faut le voir au cinéma. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mine de rien, le cinéma, ça garde ce côté grand spectacle qu'on n'arrive pas encore à retrouver chez nous, je trouve. Parce que j'ai pas la thune de me payer une télé de 8 mètres de large. Voilà, 8 mètres, ou un home cinéma de fou. J'ai fait des séances aussi, on peut pas enlever le côté collectif. Par exemple, des avant-premières, des trucs comme ça, où tu arrives, je sais pas, que ce soit une grosse saga ou alors un film très attendu, où tu es au milieu de fans et vraiment, les gens, oui, ils font du bruit pendant le film, mais parce que tu es dans un truc et là, tu es dans une expérience collective et là, ça vaut le coup, en fait, ce côté cinéma, d'être ensemble dans une salle, ouais, enfin voilà quoi. Ouais, c'est moi, le vivre ensemble, j'en ai ma claque. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des questions pour aujourd'hui. Non, voilà, on a fini notre émission. D'ailleurs, pour la prochaine émission qui se passera, à mon avis, dans 3 semaines, n'hésitez pas à nous poser des questions. On vous mettra une petite stories la veille de l'enregistrement. C'est bébé podcast, je rappelle, sur Instagram. La prochaine fois, on le dira en début d'émission, parce que là, pour les 2 auditeurs qui vont rester jusqu'à la fin du podcast, je suis pas sûr. Merci les gars, c'était super sympa. C'est ça. Non, mais il faut le rappeler. Et puis voilà, nous on a terminé, donc on va souhaiter une bonne soirée à tous. Bonne nuit les petits. Ciao. Ciao.